Aujourd'hui, c'est la première conférence de la semaine de la souveraineté qui a été organisée par l'Option nationale Université de Sherbrooke. La conférence s'intitule « La lutte des peuples et le colonialisme au Québec comme ailleurs ». Ce sera donné par Patrick Bourgeois et Serge Ranger. M. Bourgeois a étudié en journalisme, il a complété une maîtrise en histoire et a entamé des études doctorales en sciences politiques. Il a voyagé dans plusieurs régions du monde, comme au Pays Basque et en Catalogne. M. Bourgeois a cofondé l'Organisation du Québécois en 2001 avec Pierre-Luc Desjardins. Se sont ensuite ajoutées une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Québécois, une radio Internet, Québec Radio, ainsi qu'un mouvement militant. Il a également écrit plusieurs livres comme Québec Bashing, du lac Meech à la délirante Jeanne Rouen, Nos ennemis les médias, qu'on salue, Le Canada, un État colonial, et We Are Québécois when ça nous arrange. Patrick Bourgeois a aussi été invité par les Catalans afin d'agir à titre d'observateur international lors de la consultation sur l'indépendance de la Catalogne. Il a également été conseiller au cabinet de Bernard Landry. Pour M. Granger, il est professeur adjoint à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Il a un baccalauréat en histoire, une maîtrise en études européennes et un doctorat en études asiatiques de l'Université Concordia. Il a également séjourné à titre de chercheur invité en Chine et en Inde. Il a publié le livre Le Lys et le Lotus, les relations du Québec avec la Chine de 1650 à 1950 chez VLB Éditeur en 2005. Il a aussi écrit plusieurs articles et chapitres, dont L'intérêt des nationalistes indiens pour le Québec, ainsi que Le cinéma québécois et la Chine de 1930 à 1980. Il a donné plusieurs communications intéressantes sur le Chinatown de Montréal, sur les liens insoupçonnés de l'Inde et du Québec, ainsi qu'une communication intitulée Québec Nationalism and Multiculturalism qui a eu lieu en Inde. Il a été membre du comité organisateur du colloque international en études québécoises, dialogue interculturel et mondialisation, qui s'est tenu à New Delhi du 20 au 22 janvier 2006. Donc, la conférence va procéder comme suit. Il y aura, je ne sais pas qui commence, M. Granger, qui va commencer avec une allocution d'environ 30 à 45 minutes, suivi de M. Bourgeois, le même temps de parole, et ensuite il y aura une période de questions du public. Donc, on commence. Alors, merci, bonjour. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous faire un parallèle, dans le fond, avec le nationalisme indien québécois, surtout en termes d'un appel, surtout à le concept de décolonisation. Je crois que c'est surtout l'Inde qui fut la locomotive, justement, de ce concept de décolonisation. Et on a beaucoup réfléchi en Inde sur qu'est-ce que ça veut dire se décoloniser. Et en faisant ce parallèle-là, ça me permet aussi de voir dans quelle mesure si on a emprunté, dans le fond, un jargon d'un état d'esprit qui est de l'Inde pour l'appliquer au Québec. On a fait ça de façon un peu inconsciente, parce que normalement, on ne se réfère pas à l'Inde lorsqu'on parle du nationalisme québécois. Alors, j'essaie de vous montrer que finalement, on est on pourrait être considéré des cousins constitutionnels, compte tenu que le jargon et le vocabulaire est sensiblement le même en Asie du Sud et en Amérique du Nord. Alors d'ailleurs, je vous présente ma première image qui met en parallèle Gandhi et les patriotes, parce que il faut bien comprendre que l'arme du faible et du pauvre, ça peut se faire par la violence avec un bébé, ou par la non-violence par Gandhi. Ça va dépendre de quelle approche vous voulez aborder, ça dépend souvent du contexte historique. Mais le rouet et la ceinture fléchée sont deux éléments importants de ces images qui désignent justement le boycott des produits britanniques. Voilà, même chose aussi pour la pipe en terre cuite du patriote aussi, c'est un symbole du boycott du tabac qui n'est pas canadien, ainsi que aussi, autre élément important qu'il faut prendre en considération, c'est que les conseillers des patriotes furent les mêmes que ceux de l'Inde. C'est la même famille. Alors, je reviens avec ces parallèles un peu plus tard. Tout d'abord, avant d'embarquer dans la décolonisation proprement dite, je vous rappelle, ça prend un contexte historique particulier pour développer un discours non décolonisateur. Je vous ai cité un peu M. Premchand, qui est un écrivain urdu qui écrit en hindi,
Et c'est un peu la littérature moderne en Inde, et il se pose comme question à l'époque de l'occupation britannique, justement, qu'il faut absolument se débarrasser un peu du système colonial qui existe en Inde à l'époque. Alors, vous comporteriez-vous comme des gens qui luttent contre l'injustice ou comme des lâches qui se contentent de maudire le destin? C'est un peu la question que pose Premchand en 1930 sur la nécessité de se débarrasser du colonialisme. Une fois qu'on se débarrasse de ce colonialisme-là, on peut aussi se poser la question, sommes-nous maintenant dans une période néocoloniale plutôt post-coloniale? Alors, je vais faire toujours le parallèle entre les deux. On peut se poser la question aujourd'hui, sommes-nous dans une période post-coloniale ou néocoloniale? Si vous regardez, dans le fond, les promesses électorales des partis politiques, vous voyez que par les promesses, parfois, ils perçoivent le temps présent dans un ère néocolonial ou post-colonial. Je vais revenir là-dessus. On pourra toujours discuter justement des propositions nationale sur l'analytisation de certaines ressources naturelles. Ça découle aussi de ce positionnement sur sommes-nous dans la période post-coloniale ou néocoloniale. Alors c'est pour ça que Premchand, justement, va signaler que pour aller au-delà de la période, pour rentrer profondément dans le post-colonialisme, c'est-à-dire les traces du colonialisme, pour remplacer John par Govinda. Govinda, c'est un nom typiquement indien, surtout des camps supérieurs des Brahmanes. Alors pour lui aussi, c'est important de faire une révolution sociale, pas simplement une révolution nationale. Alors c'est pour ça que vous allez voir dans plusieurs mouvements de décolonisation, on y attache une valeur sociale aux révolutions. Tout d'abord, je vais aller un peu plus vite pour pas trop vous emmerder avec la théorie, le code théorique, parce que ça peut être insipide et ça peut être plus ennuyeux, mais du moins, chose importante qu'il faudrait souligner, c'est qu'il y a une inspiration, je parle du nationalisme indien, qui a une inspiration qui est surtout de Gramsci, qui est même un parti citoyen, dans le fond, et la culture du dominant, dans le fond, fait en sorte de maintien l'exploitation économique. Et c'est lui qui fait la distinction assez claire entre ce qu'on appelle la société politique, qui, elle, est coercitive, compte tenu qu'elle exploite le colonisé, contrairement à la société civile, qui, elle, est consensuelle. Alors, pour lui, la meilleure façon, justement, de faire la révolution, changer l'ordre politique établi, c'est justement de permettre à la société consensuelle de prendre le contrôle de la société politique. Alors, donc, c'est par l'implication politique du citoyen qu'on permet justement de renverser une société politique qui est mise en place par un élite. Ce qui permet, entre autres, la violence faite envers les colonisés. Et dans le cadre de certaines luttes nationales, ça fait dispose de la lutte armée jugée légitime. Je vais vous parler de Ho Chi Minh, par exemple, est un exemple parmi tant d'autres. Même chose aussi pour la guerre d'Algérie. Alors, on juge que ces luttes armées étaient légitimes compte tenu de la violence émise par l'ordre colonial. Tandis qu'en Inde, l'influence gandhienne va plutôt prôner une approche non violente. Ça veut dire qu'en Inde, c'est quand même un éventail politique assez étonnant, ça part de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et de toutes les sortes d'applications, mais celles qu'on connaît davantage que celles qui étaient plutôt non violentes, le modèle gandhien, mais aussi des modèles violents de révolution en Inde. Je tiens à vous préciser. Tout d'abord, il y a trois postulats qui doivent se faire sur c'est quoi, c'est comment on se sent comme colonisé. C'est un mot qu'on utilise beaucoup au Québec dans les années 60 qui est demeuré dans notre vocabulaire actuellement. Quand on traite quelqu'un d'espèce de colonisé, d'où vient cette référence-là, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, il y a trois types, différentes auteurs post-colonistes qui vont émettre ces postulats. Entre autres, il y a celui du repli, ce qu'on a appelé dans le fond le nationalisme du terroir québécois, le repli sur soi-même, qui caractérise pas entièrement, mais en une partie de Québec avant, moi je dirais 1948, mais chez Québec, il y a 1960. Et ça, c'est une divergence d'opinion. C'est toujours difficile de dessiner des contours de la vérité. Et bien sûr, après ça, il y a une phase qu'on peut appeler ça le mimétisme, c'est lorsque les colonisés prennent le pli en fond du maître, c'est-à-dire on apprend l'anglais, on tente de devenir en fond aussi bon que l'autre. C'est une façon de se défendre contre le colonialisme, c'est-à-dire devenir soi-même un colonisateur. Et vous avez, comme la première période de Gandhi, qui montre justement quand il s'est mis à apprendre justement le droit anglais et ses lectures étaient justement très anglophones, il avait son chapeau de pour écrire, et il a compris très vite que ça c'était un apparat pour des luttes, non pas pour les subalternes, mais plutôt pour une élite qui veut imiter dans le fond le colonisateur.
Et finalement, la troisième vague qui caractérise davantage, je dirais, surtout à partir des années 1948 encore là, parce que la plupart des gens, les historiens québécois vont dire que ça commence en 1960, mais je crois qu'ils sous-estiment l'impact de l'indépendance indienne sur, dans le fond, le concept des communicateurs qui naît dans les années 50 au Québec. Alors, c'est la période d'utilité ou mutation, c'est-à-dire que le colonisé, maintenant, n'est plus un référent d'un récit sur soi-même, son colonisateur, mais il regarde ailleurs dans le monde et il se compare avec d'autres mouvements dans le monde. Et ces mouvements, en fait, celui de la décolonisation, est un mouvement constant, donc ça sous-entend que le nationalisme de cette origine, qu'il soit québécois ou autre, disons québécois, peut aussi être changeant, dépendant de la situation historique. Je vais vous faire un petit retour pour vous montrer qu'il y a une connectivité assez intéressante, justement, entre l'Inde et le Québec. N'oubliez pas qu'on est issu de la même ère coloniale, de la colonie britannique. Alors, c'est clair qu'à cette époque-là, il y a sensiblement la même cible dans les lieux qui en font des colonisés. Et aujourd'hui, en Inde, c'est le Indian National Congress qui gouverne le pays. C'est un peu comme le Parti libéral de l'Inde, c'est-à-dire ça fait très longtemps qu'il gouverne. Il y a eu un bon monopole sur le pouvoir. Il a été fondé en 1885 par Allan Octavian Hughes, qui est le fils de Joseph Hughes, qui était le conseiller de Louis-Joseph Rousseau dans les rébellions de 1837-38. Alors, la même rhétorique et le même modèle de développement des Indiens à cette époque-là, lorsqu'on produit le congrès de 1885, Allan Octavian Hughes a demandé aux congressistes indiens d'étudier le cas du Canada français comme modèle, justement, un peu de mettre en place un système pour se débarrasser du colonialisme. Mais ça, c'est plutôt une vision un peu élitiste du colonialisme, c'est-à-dire on prend le pouvoir politique et à la mode à l'anglaise, si vous préférez, c'est un peu une période qu'on appelle la période de mimétisme. Ce qui fait en sorte que, je vous signale, les 4 premières années du Congrès, c'était le cas du Québec qui était à l'étude obligatoire pour les congressistes de l'Inde de 1885 à 1886. Je vous mets une petite citation, je ne vais pas vous en mettre trop, mais du moins, il y a des pandits, entre autres, qui stipulent, des pandits, si vous préférez, ou des maharajas qui s'intéressent beaucoup au cas du Québec, parce que eux aussi veulent un renforcement politique en ayant une plus grande autonomie régionale ou provinciale, au détriment de gouvernement politique centralisé de l'Empire britannique. Alors, en obtenant, dans le fond, l'autonomie provinciale et un renforcement politique. Avec ça, et je le répète encore là, ça maintient quand même la structure coloniale et ça ne la défait pas nécessairement. Et c'est pour ça qu'il y a une période de mimétisme. Alors, vous savez, les Indiens n'ont pas eu le droit d'avoir des examens dans la fonction publique avant 1923. Avant ça, c'était interdit pour eux de passer un examen pour devenir fonctionnaire chez eux. Et toute la lutte politique se dessine en 1885 jusqu'à 1923, les Indiens vont dire que les Canadiens français peuvent devenir fonctionnaires chez eux, alors pourquoi pas lui? Ce mimétisme, qui, en fond, vise plutôt à intégrer l'appareil politique colonial, et il y a ses détracteurs. Renaud Bindo Gauche, qui est assez, dans le fond, qui est un radical indien, qui est contre plutôt l'indépendance pure et dure, va justement un peu ridiculiser ce qu'il lui a appelé, dans le fond, les moderates, les modérés. Ici, peut-être qu'on pourrait appeler les étapistes, mais du moins, c'est ceux qui veulent aller par autonomie, peut-être éventuellement devenir souverain. Mais il va entre autres critiquer beaucoup cette approche parce qu'il trouve que justement ce mimétisme vise avant tout à maintenir le système colonial. Alors c'est pour ça qu'il va dire ironiquement que c'est le terme, mais it has been screwed up to the point of seeking equality with his colonial brothers. Colonial brothers, ça veut dire les Canadiens français dans cette phrase-là. Il a été emprisonné. Un an après avoir publié, c'est un journal très enflammé. Les autorités britanniques ont simplement fermé. Et ensuite, il est devenu, dans le fond, un grand sage. Dans ses terres à Auroville, il a fondé un ashram. Et c'est la place probablement la plus célèbre aujourd'hui, comme un Pondichéry, où c'est l'éducation qui se fait par l'ashram. Et c'est Robin Logo qui est le plus grand vendeur dans le fond des ashram. Si vous préférez aussi, du Mahayana, le yoga. Et dans le fond, la concentration des idées pour obtenir quelque chose de bien précis, ça peut être l'indépendance nationale, ou ça peut être autre chose, et là, vous allez comprendre pourquoi
dans une culture indienne, c'est important de contrôler ses désirs. Le bouddhisme fait très bien ça. Aussi, c'est d'avoir un point de vue commun et rester sur la course le chemin qu'on a ici. Si on regarde le modèle gandhien, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, pour comment on se rend vers l'indépendance, compte tenu que l'Inde, c'est un pays très pauvre, c'est des armes pauvres, on ne peut pas demander un soulèvement armé, compte tenu que les Britanniques sont très puissants. Alors, il faut plutôt dégager d'autres façons de faire, dans le fond, la mobilisation politique pour renverser l'ordre colonial, qui se fait par une implication, dans le fond, du citoyen, surtout indien, dans la lutte politique. Il faut toujours souligner que dans le cas de Gandhi, et compte tenu que c'est l'Inde, c'est un peu normal que cette référence à l'arme du pauvre et obtenir tout ce qu'on veut avec très peu de moyens. C'est un peu différent ici, où on est une société de consommation, tandis que la simplicité volontaire, ça fait des millénaires qu'elle pratique. C'est peut-être un outil payant en Inde de demander aux gens, dans le fond, de faire certains sacrifices pour atteindre un gain politique. En l'occurrence, le boycott économique, d'où le parallèle que vous avez fait tantôt entre la ceinture fléchée de Gandhi. Même chose aussi pour l'obstruction bureaucratique par le zèle de la non-coopération, ça c'est très typique aussi des Indiens. Genre, on s'inscrit pas des institutions anglaises, on boycotte des institutions anglaises, on fait voir un élément de revenu aussi. Même chose aussi pour le sabotage judiciaire. Vous savez, Gandhi exigeait toujours les peines maximales, parce que vous allez être emprisonné, il faut avoir des peines maximales, parce que justement, c'est pour faire dérailler l'appareil judiciaire britannique. Je vous rappelle que Gandhi, c'est un avocat formé à Londres, il connaît assez bien le système du common law. Je ne veux pas sous-estimer tout mon fond le gâchis que peut produire une obstruction judiciaire. L'État peut être complètement désemparé devant une obstruction judiciaire. Et finalement, c'est clair que, toujours dans le modèle gandhien, compte tenu que c'est la croissance économique désirée par les impérialistes britanniques à cette époque, de boycotter et d'attribuer avec une simplicité volontaire avec des produits indiens, ainsi que la décroissance économique ou même une économie villageoise qui est inspirée, dans le fond, de Trotsky ou l'économie coopérative, etc. Il y a une forte influence, pour ça que Gandhi fait son point d'ailleurs, où il prône justement un retour à une économie davantage villageoise pour éviter d'encourager justement les multinationales, si vous préférez, ou les impérialistes britanniques. Je vous rappelle que Gandhi s'inspirait beaucoup de David Henry Thoreau, qui est l'écrivain qui a écrit La désobéissance au milieu du 19e siècle aux États-Unis. Alors, il faut se surprendre qu'il y a des parallèles à faire un peu partout avec ce type de mentalité et d'approche dans la lutte politique. Je veux savoir laquelle. Bon, ce modèle gandhien, écoutez, c'est assez important parce qu'il va être assez bien récupéré, surtout dans les années 40 au Québec. Vous savez, ça date pas d'hier, où on a une obstruction aux guerres, parce que c'était justement jugé comme étant des guerres impériales où on servait l'Empire britannique. Alors, dans quelle mesure le pacifisme québécois est une réaction à l'étendue, dans le fond, du pouvoir britannique à l'échelle planétaire? On va se poser cette question-là, que ce soit la guerre des Boers, la première, la deuxième guerre mondiale. Et dans les années 30, on entend le bruit des bottes. C'est clair que là, vous allez voir plusieurs nationalistes québécois qui vont prendre justement exemple sur le mouvement gandhien, le mouvement de non-violence. Au Québec aussi, on ne peut pas placer vraiment pour avoir un mouvement violent dans les années 40. On peut même dire même jusque dans les années 60 et 70. On peut dire que c'était un peu du romantisme révolutionnaire. Il n'y avait pas la capacité militaire de renverser l'ordre établi. Mais du moins, quand on parle des nationalistes d'émancipation, là je vous cite surtout l'Action nationale, qui était dirigée par surtout M. André Laurando, qui a lancé le Bloc populaire canadien, qui se opposait à la guerre. Et c'est lui aussi qui a traduit Gandhi au Québec en passant. C'est lui qui a traduit la philosophie du satyagraha, c'est-à-dire la lutte coloniale par la non-coopération et la non-violence. C'est André Laurando qui a lancé ça. On comprend davantage d'ailleurs pourquoi l'obstruction du maire Calvin Hood d'aller à la guerre de se faire emprisonner. On comprend un peu plus les liens très proches dans la philosophie gandhienne et l'action nationale. Il y a un parallèle assez évident à faire. Je vous invite simplement à lire la dernière phrase de cette longue citation.
niveau complet pour vous montrer que c'était pas une foi, là. Mais je voudrais surtout, comme au Canada, des majorités politiques établissent leur suggestion sur certains faits pour les exploiter politiquement et économiquement. C'est directement référence justement à l'ordre britannique, c'est l'action nationale qui justement fait référence à l'Inde comme étant une lutte légitime. Et ce nationalisme d'émancipation, c'est peut-être la première formulation dans les années 40 de ce qui va venir plus tard, le concept de décolonisation. Parce que là, l'émancipation, on va le voir, on ne peut pas beaucoup de citations, mais il démontre clairement que c'est légitime. Donc, les gens qui s'appellent, qui s'interpellent comme étant un nationaliste, vous savez qu'en Europe, il y a un dédain, certains dédains du nationalisme parce que disons que le continent n'a pas très bien, est un peu en feu et à sang, donc ils sont un peu allergiques au nationalisme, on peut les comprendre avec le nationalisme extrême exprimé par l'Allemagne. Alors, ici, c'est plutôt une rectification, c'est qu'il y a plusieurs formes dans le nationalisme, il y en a qui sont légitimes, il y en a qui sont condamnables. Alors, celui-ci fait plutôt référence à une forme de nationalisme qui est légitime. Plusieurs quotidiens canadiens et français, mais ça, c'est pas le devoir, c'est pas la presse va être le contraire, là, mais je veux dire, c'est plutôt le devoir, l'Action nationale et d'autres quotidiens qui font référence à l'Inde et qui trouvent que le mouvement indien, c'est pas simplement une décolonisation pour l'Inde, mais c'est une décolonisation globale qui s'opère. C'est une liberté internationale qu'on propose. On se fie sur la Charte atlantique et qui mise en cause la fin de la discrimination raciale et qui exige, en fond, avec la révolution de l'indépendance indienne, ou une fin totale de la discrimination faite à l'échelle planétaire. Et le Haut Commissariat indien, en 1947, dans son rapport secret, déclassifié aujourd'hui, mentionne que la presse canadienne-française voit l'indépendance indienne comme un symbole de liberté, et non pas simplement un rattachement au Commonwealth britannique, comme le fait la presse américaine anglaise. Alors, c'est pour ça que vous avez plusieurs citations, je laisse devoir venir là-dessus. Même chose pour d'autres quotidiens, au titre très nationaliste pour l'époque. Le Canada, c'est un journal très nationaliste. Et comme fait voir, il considère l'indépendance indienne aussi importante que la Révolution française ou américaine. Parce que c'est une conception de créer un pays sans roi, sans monarchie, qui comprenait l'importance de celui du républicanisme qui perçoit les gens sur la même base légale. Même chose ici pour la révolution indienne, qui elle amène plutôt une base d'égalité raciale de toutes les révolutions mondiales. Donc l'importance de la référence à l'Inde, la signification qu'elle a cette indépendance à l'échelle internationale. Alors c'est pour ça que j'ai tendance à voir dans la montée du nationalisme canadien-français qui n'est plus dans sa période du terroir, la période que je vous ai mentionnée, c'est la fin du mimétisme où il faut ressembler à l'anglais pour réussir sa vie et être bien perçu socialement, mais plutôt dans une troisième phase du nationalisme québécois, qui est plutôt celle de l'hybridité. Je vais vous montrer des références de ce qui se passe dans les années fin 40 jusqu'à la fin des années 50. C'est la période de gestation, dans le fond, du concept qui s'opère, et là, elle va éclore à la fin des années 50, début 60, qui amène la révolution tranquille. Alors, c'est un concept très important. Chose importante, vous avez plusieurs auteurs très connus encore aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer la thématique de la décolonisation qui revient à plusieurs reprises. En l'occurrence, Hubert Aquin qui a introduit le portrait de colonisé d'Albert Memmi. En fond, c'est un peu la Bible dans l'enfant de la révolution tranquille des années 60. On parle beaucoup de Memmi, on parle aussi beaucoup de Frantz Fanon, les damnés de la terre, qui eux conçoivent la violence comme une outil légitime de l'indépendance. Mais il y a beaucoup de publications qui se font dans les années 60 qui parlent justement du sujet de c'est quoi être un colonisé, c'est que Québec est colonisé, et quoi il reste une libérer, il faut se défaire de ce colonialisme. Mais une fois qu'on se défait de la structure politique du colonialisme, c'est-à-dire que, advenant le cas qu'on a l'indépendance, alors le jour 1 de l'indépendance, on est dans le néocolonialisme ou le post-colonialisme. Parce que c'est toujours une exploitation qui est faite par une ségrégation non plus raciale mais économique, on serait dans le néocolonialisme, ou plutôt simplement la prise en charge de l'État, des modes de production. Beaucoup de pays vont passer par une transition socialiste parce qu'on vise simplement le post-colonialisme et en prenant main sur les ressources naturelles du pays, par exemple, l'État peut redistribuer la richesse qu'elle acquiert de cette pays. Donc, on est dans une période post-coloniale.
Donc, si nous regardons dans le fond le discours actuel que nous avons, et le discours de l'Inde, là, il y a un parallèle très important à faire parce que c'est là que le positionnement politique se fait sur la conception qu'on a du colonialisme. Comment on se décolonise et qu'est-ce qu'on fait après. C'est pour certains, le néocolonialisme serait dominant et le postcolonialisme n'aurait jamais fini d'exister. Beaucoup de gens en Inde vont vous dire on a encore un système d'exploitation économique. Maintenant, on a remplacé John Govinda, finalement. Et les basses castes sont toujours exploitées par les hautes castes. Dans le fond, le colonialisme en Inde ne serait pas fini. Il aurait simplement pris une autre forme, le néocolonialisme, et c'est plutôt encore les hautes castes qui exploitent les basses castes. Le gouvernement qui est pas idiot veut justement renverser, arriver à l'aide de post-colonialisme. C'est pour ça qu'il a imposé en Inde des quotas de 33% de femmes dans les gouvernements municipaux. Et là, maintenant, ça va être 50% parce que c'est l'empowerment féminin par l'implication politique qui s'opère. Beaucoup aussi, c'est probablement le pays au royaume de la discrimination positive envers les basses castes. Vous allez voir en gros justement mixité des Bernas, le cinquième point. Les Bernas, c'est des castes. Les castes, c'est un mot portugais. J'ai jamais autant utilisé le terme sanskrit que le temps. Et qui, dans le fond, fait la discrimination positive envers les SCs, STs, puis OBCs, ce qui veut dire scheduled caste, les castes du moins fortunés, comme les intouchables, tout le monde connaissant, ainsi que les STs, c'est les scheduled tribes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas, dans le fond, de la civilisation hindoue, qui sont discriminés parce qu'ils ne sont pas hindous, justement, peut-être bouddhistes, peut-être autres, et les OBC, c'est Other Backward Class, c'est-à-dire, ça peut être des tribus dans les forêts, etc. Alors, on doit protéger, en gros, sont équilibrés dans leur région. Soudainement, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez avoir environ 25 millions de vieilles dans ta région, et les autochtones de la place, les natives, les tribes, ne jouiront pas, justement, le développement économique. Alors, ils vont encore subir le colonialisme, ce ne sont pas des Britanniques des Iroquois, mais plutôt des Brahmanes de Delhi. Finalement aussi, regardez une période transitionnelle importante où l'indépendance indienne, dans le fond, sonne le glas de la fin du colonialisme proprement dit, pour une superstructure politique importée d'un pays étranger. Et la plupart des luttes coloniales s'opèrent grâce justement au leadership indien de 47 à 80. J'ai mis 80, j'aurais pu mettre à partir aussi, je mets 92 en Afrique du Sud. Là, mais je veux dire, c'est des luttes coloniales typiques qui sont liées justement à des luttes nationales également, et des indépendances. Et c'est pourquoi, entre autres, que la question se pose sur cette période transitionnelle. Est-ce que c'est simplement un essor d'une bourgeoisie autochtone qui, dans le fond, ne change pas, dans le fond, la structure économique de l'exploitation des basses castes, donc c'est encore un néocolonialisme, et on a toujours préservé des sociétés politiques, on n'a pas mis en place des sociétés consensuelles, c'est-à-dire qu'il y a encore une domination politique qui se fait par l'élite. Finalement, aujourd'hui, sommes-nous pas rendus, je fais référence un peu à la fin de l'histoire proposée par Goyama, mais je veux dire, nous sommes-nous pas aujourd'hui en train de vivre l'autonomisation des luttes politiques, c'est-à-dire qu'on a remplacé un peu le marxisme, on a une vieille analyse de l'histoire faite sur la lutte des classes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un ère de, dans le fond, la lutte entre ceux qui sont dans les régions et qui subissent le développement économique sans en profiter, lorsque c'est des compagnies soit étrangères ou, dans le cas de l'Inde, ça peut être simplement d'une autre province qui a les moyens, qui vient exploiter les ressources et de faire sur la place, ne bénéficie pas des gains. Alors aujourd'hui, nous sommes pas rendus dans l'ère de l'autonomisation justement des luttes politiques. Puis c'est peut-être un peu la rébellion de Zapata ou Guatemala, Mexique en 1997, qui part le bal sur justement l'exploitation de l'autochtone chronique, qui fait en sorte qu'il faut mettre en place un dispositif qui permet aux autochtones de prendre la place, avoir un empowerment politique, pour ensuite jouir justement de l'exploitation économique des ressources. Et finalement, il y a encore beaucoup de chemin à faire en Inde, écoutez, il faut bien comprendre, on part de loin, là, je veux dire, c'est bien beau, c'est sur papier, là, je veux dire, ça ne veut pas dire que ça se fait. C'est l'idée-là, c'est un concept un peu diffus, dans le fond, d'expérience historique, là, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est un pays qui a telle langue, telle religion, parce que si on fait ça, on est en train de subdiviser
c'est le pays qui est déjà très sous-utilisé en termes de caste, en termes d'origine, en termes de langue. Il y a 700 dialectes en Inde, il y a 23 langues officielles, reconnues officiellement, puis il y a 2 langues officielles. Alors, vous comprenez que vous ne pouvez pas traiter une langue officielle en Inde, ni une religion, parce que vous avez quand même 170 millions de personnes qui ne sont pas hindouistes en Inde. Alors, on ne peut pas marginaliser ces minorités-là. Alors, c'est plutôt l'expérience politique qui est plutôt axée sur cette expérience justement de cette lutte nationale pour l'indépendance qui s'opère, c'est ce qui va unir l'Inde actuelle, ce qui est projeté dans sa constitution, ainsi que le sécularisme. Pourquoi? Parce que les problèmes religieux, l'Inde et le Pakistan se sont divisés, ça fait tout un chichi. Ça fait environ 15 millions de déplacés, 2 millions de morts. Alors, vous comprenez qu'il ne faut pas favoriser une religion envers un autre, pour l'État, et aussi toujours une transition socialiste qui s'opère dans les pays qui sont appelés, dans le fond, à se libérer du joug colonial. C'est bon dans pratiquement tous les pays de la Terre, et même les États fédérés comme le Québec, où la transition dans les années 60, entre autres, l'importance de nationaliser les secteurs de l'économie. Il y a des raisons bien claires là-dedans, c'est parce qu'on ne peut pas, on veut en finir avec le néocolonialisme et pas le post-colonialisme, c'est-à-dire prendre les outils de l'État pour jouir des richesses économiques et les redistribuer, dans le fond, dans un esprit de social-démocratie, dans le fond, d'empowerment des gens qui sont moins fortunés politiquement. Et pour finir, on peut se poser la question aujourd'hui si au Québec on est dans l'ère néocoloniale ou post-coloniale. C'est peut-être difficile de répondre à cette question-là parce qu'il suffit de, comme je l'ai dit, estimer les contours d'une vérité, c'est assez aléatoire. Mais si vous regardez les plateformes électorales des différents partis politiques que vous avez devant vous, ça vous donne un indice de eux s'ils se perçoivent post-coloniaux ou néocoloniaux. C'est-à-dire que si vous voulez nationaliser les ressources naturelles, je crois qu'il faut un constituant qui doit être dans le post-colonialisme, tandis que ceux qui veulent maintenir dans le fond l'ordre économique établi, ils se satisfont relativement bien du néocolonialisme. Alors, je vous remercie. Bon, moi, le professeur Granger vous a très bien exposé la théorie. Moi, je vais m'éloigner un peu de la théorie. Ça va être plutôt des propos tenus par un militant. C'est que là, tout de suite, vous mettez votre esprit critique en éveil, que vous devriez toujours avoir en éveil de toute manière. Mais moi, je parle en tant que militant. Je vais vous parler d'expériences qui me sont propres par rapport au peuple en lutte, par rapport à l'international. D'abord, vous expliquer pourquoi j'ai investi autant d'énergie dans les relations avec les peuples en lutte. À l'origine, quand on a fondé l'Organisation du Québécois, il y a maintenant plus de 10 ans, ça va vite, hein? Je suis toujours un jeune militant, mais je commence à être une vieille croûte militante. Mais quand on a commencé, bon, nous, dès le départ, on était en contact avec Falardeau, puis ce que le prof Granger nous parlait de Mémy, Fanon, ça, c'était déjà chez nous, c'était des lectures qui étaient pertinentes et fréquentées régulièrement. Puis la décolonisation des années 60, le mouvement indépendantiste était beaucoup tourné vers l'international. Beaucoup l'Afrique, puis Mémy, Fanon, un chantre de la décolonisation internationale. Fait que nous, on a vraiment, dès le départ, une sensibilité pour l'international. Et là, on regardait, moi, personnellement, je me sentais moins à l'aise de regarder les luttes de libération qui sont en dehors de l'Occident, parce que je trouvais que c'était plus difficile d'établir des ponts avec la lutte que nous, on menait. C'est pour ça que j'ai plutôt mis l'accent sur des luttes qui sont en Occident. Aussi parce qu'on était déjà conscient à l'époque, peut-être que là, je dis ça avec ma perception de là, puis peut-être que je me mets des souvenirs sur ce que je pensais déjà à l'époque, mais je pense que je le pensais déjà, que ça nous en prenait un en Occident, un peuple qui est soumis à un empire en Occident qui se libère. Parce qu'on se fait toujours dire, nous les indépendantistes, ben là,
faut comparer l'indépendance du Québec avec la Palestine. On ne peut pas comparer avec le Kosovo, on ne peut pas comparer avec le Timor oriental, c'est pas pareil. Puis c'est vrai que c'est pas pareil, il n'y a pas une situation qui est pareille. Sauf que si on avait la Catalogne, si on avait l'Écosse, si on avait, la Flandre, des choses, moi je me tiens toujours très loin de l'extrême droite et de Vlaams-Belang en Flandre a fait en sorte que j'ai jamais trop de lien vers là. Mais s'il y en avait un en Occident qui se libérait, ben, ça permettrait de nous faire comprendre et de démontrer que, regardez, c'est possible de briser l'unité nationale, une unité nationale en Occident. Fait que là, je suis parti avec cette réflexion-là, puis on voulait aussi aller voir comment les autres travaillaient, parce que nous, on était jeunes militants, on se disait, bon, il y a bien des chialeux dans nos affaires, mais il n'y a pas bien de monde qui essaie de corriger les problèmes. Puis la première chose, le premier élément qui nous a amené à l'international, nous autres, c'était parce que les indépendantistes gueulaient toujours contre les médias, contre les journaux qui étaient fédéralistes au Québec, et qu'on n'avait pas voix au chapitre, puis que là, on n'était pas capable de s'exprimer, puis que là, il y avait de la propagande. Puis là, il n'y avait jamais personne qui faisait rien. Nous, on a dit, on va corriger ça, mais on va aller voir aussi ce qu'ils font à l'international, dans les autres peuples dans le. C'est ce qui m'a amené au fil des ans. Bon, j'ai entre autres, on va mettre l'accent sur les contacts les plus féconds. Quand la première fois que j'ai été au Pays Basque, c'est sûr que moi j'arrivais avec mon expérience du journal alternatif Le Québécois, puis la presse alternative au Québec, tout ça, puis tu arrives sur un territoire qui lutte pour son indépendance avec acharnement, et tu te rends compte que les militants n'ont pas juste chialé, ils se sont organisés. C'est quand tu arrives moi j'ai rencontré la direction du quotidien indépendantiste et socialiste Gara, qui est installé à San-Sébastien ou Donostia, si on respecte la langue, la culture basque. C'est gros en montadie. Ils se sont donné des outils pour être capables de lutter. Puis ils défendent leur journal avec bec et ongle, selon l'expression qui m'énerve un peu, mais bec et ongle pareil. Puis quand la répression tentait de fermer, de fermer les journaux indépendantistes, ben, ils se sont défendus. C'est des trucs comme ça, moi, qui m'ont amené à l'international. C'est aussi pourquoi j'y ai retourné, c'est parce que j'ai développé des relations avec ces gens-là qui vont au-delà de. Tu deviens touché. Personnellement, moi, puis dans mon cœur, moi, si je milite pour l'indépendance, c'est parce que je suis vraiment. Ça me met en sacrament, moi, l'injustice, puis l'exploitation, puis ces trucs-là. Puis je suis un romantique jusqu'au bout des doigts, puis j'essaie de faire ma part pour changer ça. Puis le Québec libre, ça serait tellement merveilleux dans ce monde-là qu'il y a vraiment besoin d'être changé. Puis quand je vais là-bas, je rencontre des militants qui rêvent comme moi. Puis des militants qui, aussi, ont des coups dans le front, puis ils se font. C'est pas tout le temps facile, tu sais. Je peux y aller avec l'extrême Pays Basque, je peux y aller avec quelque chose qui va faire moins peur aux matantes aux éditorialos de la presse. Je rencontre Yann Pouillante en Bretagne. Bretagne, région de la France, soumise politiquement. Il a vieux militant sur la fin de son travail politique, de son combat politique, un leader du FLB, Front de Libération de la Bretagne, qui a fait de la prison parce qu'il a fait sauter une tour de télévision. Et aujourd'hui, il est dans un vieux presbytalcose, puis il assiste à la disparition totale de sa langue. Parce que la France a fait comme on a fait au Canada pour le français dans le reste du Canada, a interdit l'enseignement du breton. Au début du 20e siècle, il y avait 1 million de personnes qui parlaient breton. Aujourd'hui, il n'en reste plus 200 000. Yann Pouillante, c'est son dernier combat. Il donne des cours à des gens pour leur apprendre la langue. Et moi, j'étais dans un des cours. Et au début, il ne voulait pas trop. Je pensais parce qu'il se disait, bon, je suis un cabotin et je vais faire dérailler son cours. Mais c'est surtout parce qu'il était gêné que je constate que les gens qui venaient dans ses cours ne savaient même pas que le nom de leur pays, que Brest était le nom de leur pays. Ils ne connaissaient rien, même pas le nom de leur pays dans leur langue. Puis, quand on a fini, quand je suis sorti du cours, il m'a dit, bon, tu vois où on en est. Ça n'a pas oui, ni non, ni le nom de leur pays. Bref, Pays Basque, c'est autre chose. C'est quand j'ai rencontré Nécané, qui, au cours d'un repas, m'a raconté comment ça s'est passé sa semaine aux mains des Guardias civils. Parce que tantôt, le prof Granger nous parle de la violence dirigée contre une minorité et de la réaction violente. Hein, normalement, ça s'alimente, tout ça. On parle beaucoup de TA par rapport au Pays Basque. On parle beaucoup moins
En tout cas, on démonise beaucoup moins la violence de l'État espagnol tourné contre les Basques. Il n'est qu'allé au cours d'un souper, c'est une jeune femme d'à peu près 30-32 ans qui me raconte sa semaine aux mains des gardiens civils, torturée et violée. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, puis c'est pas cette militante-là. Amnesty International le dénonce à chaque année. L'État espagnol pratique la torture encore aujourd'hui au Pays Basque parce que les Basques se défendent comme ils peuvent contre la violence espagnole. Là, on dit, oh, mais là, c'est... à un moment donné, il faut arrêter avec la violence, mais bon, tantôt on parlera un petit peu plus de d'où origine la violence basque, mais tu sais, c'est sous le franquisme qui est un État fasciste. Tantôt on parlait de violence légitime. Moi, je considère, moi personnellement, que c'est légitime de combattre le fascisme par de la manière dont il faut s'y prendre pour le renverser. Moi, je ne tolérerai jamais le fascisme. Les Basques, lorsqu'ils étaient soumis au franquisme et qu'ils se faisaient tirer en pleine rue parce qu'ils parlaient leur langue et que les militants étaient arrêtés, torturés, fusillés, ben, ils ont mis sur pied là. C'est-tu beau? C'est-tu génial? C'est-tu quelque chose qu'on souhaite? Bien sûr que non. Mais entre se faire tuer comme des moutons ou se défendre, j'aime mieux contre des fascistes, j'aime mieux que des gens qui vont se défendre contre des fascistes. La Catalogne, c'est un peu différent comment ça s'est... on va en parler plus tard. La Catalogne, ben, c'est plutôt avec la crise actuelle qui va être l'essentiel de ce dont je vais parler. Puis aussi, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que, bon, là, j'ai rencontré des Catalans, ces peuples-là, et c'est à leur contact, à un moment donné, que je me rendais compte, hey, OK, il se passe toutes sortes de trucs ailleurs que chez nous, puis on n'est pas nécessairement au courant, parce que c'est bien rare que dans la presse, on nous en parler en détail, le combat catalan, par exemple. Mais à un moment donné, je restais chez l'avocat qui défend les prisonniers politiques basques, puis dans sa salle de séjour, il y avait un grand drapeau Mohawk. Et c'est à l'international, moi, que je me suis rendu compte que, OK, j'essaie d'aider, d'apprendre les bons coups, les mauvais coups de ces peuples-là pour voir comment on peut intégrer ça dans notre propre combat au Québec. Puis je me suis rendu compte que Sacramento, il y en a à côté de chez nous. Moi, je viens de Bécomo, je viens à côté d'une grosse réserve qui s'appelle Tessamite. Puis je ne m'étais jamais vraiment soucié des Amérindiens. C'était en dehors de ma réflexion militante. Et quand je suis revenu de là, quand je suis revenu de mes voyages, puis à un moment donné, j'ai voulu on a utilisé un peu les outils des Basques avec les Rico Tabernas, qui sont des bars, on a fait ça à Québec, mais ça a été un petit peu rock'n'roll, le bar à Québec, un bar politique, c'est quelque chose. Mais c'est surtout là que j'ai vraiment entré en contact avec les Inuits. Je travaille aujourd'hui avec les Inuit Power. On est une des premières organisations indépendantistes à être en contact avec les Mohawks. C'est pas nos alliés historiques, c'est plutôt l'inverse. Et on est rendu là. Puis ça, je trouve ça important parce que quand on parle d'injustice et d'exploitation, c'est sûr et certain que moi, si je veux un pays du Québec, je ne veux pas qu'il ressemble à celui qui est le Canada aujourd'hui. Un pays qui a sacré des gens dans des réserves qui ne sont que des mouroirs à peuple. Nous autres, il va falloir faire un Québec libre qui va être généreux, différent. Puis ça veut dire qu'on ne sera pas les colonisateurs de demain. Ça veut dire que ça prend une place d'influence pour les Amérindiens dans le pays que moi je vois. La Catalogne maintenant. Hein? Qu'est-ce que la Catalogne? Vite, ce serait pas pire d'être capable de la situer géographiquement. Hein? Région autonome d'Espagne, du Royaume d'Espagne, située dans le nord-est. Problème similaire par rapport à son territoire que les Basques, c'est-à-dire qu'ils aiment ça les défis. Hein? C'est pas des peuples qui sont timorés, disons. Fait que eux, ils combattent, surtout les Basques, ils combattent à la fois l'Espagne et la France, parce que leur territoire historique est à cheval sur la frontière. Les Catalans également, le territoire historique est sur la frontière franco-espagnole, parce que Perpignan, ça fait partie de la Catalogne historique, que les Catalans ont perdu lors de la bataille d'El Segador en 1680 quelque chose, parce que les Catalans, ils ont fait bien des erreurs stratégiques, disons. Ils s'allient toujours à ceux qui perdent. Fait que, ils sont alliés à la France à ce moment-là, et la France en a profité pour y voler le nord de son territoire. C'est une région où on parle à 60% la langue nationale. Le catalan est parlé par environ 60% des gens. C'est un problème qui ressemble un peu au Québec. Nous, ici, on est un peu en bas de la barre de 80% aujourd'hui. Mais quand on compare la population, les deux environ, nous, on vient de dépasser 8 millions. Les Catalans arrivent à 8 millions.
Une métropole ultra importante en termes de population au Québec avec Montréal, à peu près la moitié de la population du Québec. Barcelone, à peu près la moitié de la population de la Catalogne. Même défi, hein, que ce soit à Barcelone, Montréal, terre d'immigration. Immigration qui ne s'intègre pas toujours à la langue nationale parce que il arrive en Espagne, il arrive au Canada. Ça fait que c'est pas toujours facile d'amener les immigrants à adopter le français ici, à adopter le catalan là-bas. Quand on se promène à Barcelone, moi, quand j'ai fait mes missions en Catalogne, j'ai fait aussi des cours en accéléré pour être capable de parler avec les gens là-bas, mais parler baragouiner serait plus exact. Mais j'étais quand même, ça je suis fier quand même, j'étais quand même capable de commander dans un restaurant et de tenir une petite conversation au présent. Fait que ça c'est déjà pour les gens, ça je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ça. Et qu'est-ce que je vous plaisais pas avec ça, donc Barcelone. Ouais, c'est ça, si on se promène dans Barcelone, bon, le catalan, on le sent pas si facilement que ça. Fait que c'est un défi pour eux. Il y a une question de temps aussi, parce que veut pas, tu sais, la question linguistique est centrale dans nos deux combats indépendantistes, parce que pour être capable d'arriver à une indépendance, ça prend un N avec ça prend un nous avec un N majuscule, ça prend un autre avec un A majuscule. Évidemment, on est deux nationalismes qui ne sont pas ce qu'on appellerait identitaires d'extrême droite, ou tout ce que vous voulez par rapport à ça. Alors, l'autre n'est pas défini par son appartenance raciale ou ethnique, mais c'est sûr qu'il y a une composante linguistique. Que ce soit ici au Québec, on a décidé que le Québec avait une langue officielle et que la vie publique devait se passer le plus possible en français. Ben, là-bas, c'est un peu le même genre de truc qui se passe. Important donc de noter, souvent, il y a quelqu'un qui nous a dit, nous, on n'avait pas d'histoire ni de littérature à une certaine époque, quand Durand nous a dit qu'on valait rien. Évidemment que nous avons une histoire. Mais il est vrai qu'elle est un petit peu plus courte que celle des Catalans. Fait que, tu sais, quand la Catalogne, on remonte au temps immémorial. Fait que, on peut vraiment pas circonscrire quoi que ce soit qui s'appellerait une ethnie catalane. Au départ, il y a des Celtes qui sont débarqués là, qui sont métissés avec les Ibères. Les Ibères qui sont à peu près la racine ethnique d'à peu près toute la péninsule ibérique. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre les ancêtres les plus lointains des Catalans et du reste du royaume d'Espagne. Les Grecs se sont installés là, les Romains les ont tassés et la Catalogne a été latinisée, contrairement aux Pays Basques. Les Pays Basques, ça a toujours été des teigneux épouvantables. L'Euskara, qui est encore parlé par environ 30% des gens aux Pays Basques Sud, est une des plus vieilles langues d'Europe. On n'est pas capable de retracer ses origines. Il y aurait, et je dis bien aurait au conditionnel, des liens à établir avec une vieille Hongrie, mais c'est pas sûr. Tandis que le catalan, c'est une langue qui est latinisée. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une langue qui est à peu près au carrefour entre le castillan et le français. Il y a beaucoup de mots en catalan qui ressemblent au français. C'est pour ça que tantôt je me pétais les bretelles, j'étais capable, mais il y a beaucoup de similitudes avec le français. Ensuite, comme vous le savez, parce que vous avez fait beaucoup de cours d'histoire, que vous êtes des Québécois, l'Empire romain d'Occident, quand il s'effondre, c'est beaucoup sous l'impulsion puis sous l'attaque des invasions barbares. Les barbares s'installent en Catalogne, c'est les Wisigoths qui sont installés là, ne laissent à peu près pas de traces. Les morts arrivent, les morts étant les Arabes, ils tassent les Wisigoths. Ils ne restent pas là trop longtemps parce que les Francs, qui sont une autre gang de barbares qui était plus installée en France, eux autres, ils rentrent, puis avec Charlemagne, ils tassent les morts. Ensuite, l'important de noter, c'est que quand on est à la fin, autour des années 800 pieds, quand les Arabes qui vont rester plus au sud de la péninsule ibérique vont continuer d'attaquer la Catalogne, bon, les Francs vont comme les abandonner à leur sort, ça fait qu'il y a comme un premier truc là, qui se dessine pour le sentiment d'appartenance. Surtout, ce qui est important, nous, on parle dans notre imaginaire collectif de 1759, la conquête, la Nouvelle-France qui tombe sous les coups de canon des Anglais. Ben, pour les Catalans, c'est plutôt 1714. Et là, je vous disais que les Catalans ont eu le génie de toujours s'allier à celui qui perd la bataille.
Guerre de succession d'Espagne, les Catalans se mettent du côté des Habsbourg contre les Bourbons gagnent et détruisent Barcelone, et là c'est la fin de ce qui était une genre d'autonomie catalane. Napoléon arrive, là on va passer vite là-dessus. Important surtout de noter, c'est que fin du 19e siècle, on commence à réfléchir à nouveau à une forme d'autonomie pour la Catalogne. Arrive la Seconde République, 1932. Il y a un début de quelque chose qui est en train de se créer politiquement. Mais survient, en 1936, le début de la guerre civile espagnole. Franco dit, bon, ben là, il n'est pas question, on va mettre de l'ordre en Espagne, il n'est pas question que des espèces de républicains anarchistes commencent à faire tout et n'importe quoi. Barcelone, non, ceci étant dit, Barcelone a été une des seules villes qui était administrée par des anarchistes à un moment de l'histoire. Et là, bon, comme on connaît l'issue de la guerre civile espagnole, les républicains perdent, c'est les nationalistes qui gagnent la bataille. Et là, c'est le début du régime de fer franquiste, un régime fasciste qui est demeuré plutôt neutre durant la Deuxième Guerre mondiale, même si, bon, il y a eu des trucs, la Luftwaffe a pu se pratiquer au Pays Basque, Picasso l'a bien illustré. Mais bon, surtout ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que sous le franquisme, le catalan est interdit. Les gens n'ont pas le droit de parler la langue. La langue devient confinée à la réalité privée. Comme un peu ça s'est fait dans les communautés francophones au Québec, sauf que il y avait en plus le risque d'avoir une balle dans le front si tu osais parler en public, ce qu'il n'y a à peu près jamais eu ici, évidemment. Et la résistance qui s'organise à cette époque-là en Catalogne, elle est davantage. Puis là, encore une fois, on a plus de parallèles et de comparaisons à établir avec la Catalogne qu'avec le Pays Basque. C'est plutôt les poètes et les intellectuels qui vont réenclencher un mouvement de résistance en Catalogne sous le franquisme. Tantôt, je disais, les Basques, eux, avaient été tannés de se faire tirer, de se faire tuer, ce qui mettent sur pied ETA, Euskadi-Das Katasunan, qui veut dire Pays Basque et Liberté. Puis là, c'est la guérilla, puis ce qu'on appelle la stratégie dite terroriste avec ETA. Les Catalans n'empruntent à peu près jamais la voie de la violence politique. Ça ressemble beaucoup plus au Québec à ce chapitre-là. Hein. On a eu le FLQ 63, 70, 70, 72, c'était la GRC qui disait qu'elle était le FLQ, mais bon, c'est une autre histoire. Il y a eu Terra Lliure en Catalogne qui va utiliser des méthodes violentes, mais ça dure quelques années, fin des années 70. Puis évidemment, nous aussi ici, le vice-premier ministre tombe sous les coups du FLQ. Là-bas, il n'y a jamais eu, même si le prof Granger avait raison tantôt en disant que c'était pas très bien organisé le FLQ, Terra Lliure, c'était encore beaucoup moins bien organisé. Le franquisme s'effondre à la fin des années 70. Et là, c'est une bouffée d'air frais, et c'est le second contrat d'autonomie pour la Catalogne. Là, on arrive avec une espèce de forme de constitution. On dit, OK, la Catalogne, vous en avez mangé pas mal, vous n'avez pas eu ça facile sous le franquisme. Là, il y a une espèce de démocratisation qui s'impose pour s'éloigner le plus vite possible du franquisme. Et là, on accorde une forme d'autonomie à la fois à la Catalogne et au Pays Basque. Ça ressemble un peu au Québec dans le Canada, sauf que ça va moins loin quand même que nous ici. C'est quand même plus centralisé ce qu'on leur accorde. Et il y avait comme un début de quelque chose par rapport à la reconnaissance de la nation catalane et de la langue catalane, mais il n'y avait pas de pouvoir vraiment, il n'y avait pas d'outils qui étaient accordés pour faire en sorte qu'on aurait pu développer le pays à partir de ça. Et là, je vous arrive avec la crise actuelle, parce que là, on est sous ce régime-là de 79 à 2005. Et là, 2005 en Catalogne, parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que 79, quand on arrive avec cette autonomie-là, on réautorise la Generalitat, qui est l'Assemblée nationale de la Catalogne. C'est leur parlement régional. Alors là, en 2005, il y a un gouvernement régional qui est plutôt nationaliste, qui voit bien que les socialistes qui sont au pouvoir en Espagne à ce moment-là, sous la férule de Zapatero, qui ont besoin finalement de la Catalogne pour se maintenir au pouvoir. La Catalogne qui est
plutôt historiquement, traditionnellement, de centre-gauche, moins à gauche que le Pays Basque, mais moins à droite que certaines autres régions d'Espagne. Donc, les socialistes à Madrid se disent on va avoir besoin de la Catalogne. Ça fait qu'ils leur proposent, ils acceptent finalement ce que les Catalans disent, c'est que, OK, on va réouvrir les statuts, qui est leur constitution, puis on va vous accorder plus de pouvoir en ce qui a trait à la justice, l'éducation, on va réviser le partage fiscal, et puis on accepte que vous incorporiez dans ce contrat, dans ce nouveau contrat-là, l'existence de la nation, puis la prédominance du catalan comme langue nationale. Parce qu'avant, on disait, OK, le catalan existe, mais là, on accepte qu'il devienne prédominant. Et là, il y a un référendum qui est organisé en Catalogne sur cette base-là. Très faible taux de participation parce que Esquerra Republicana de Catalunya, finalement, ce qui était dans la coalition gouvernementale, se retire de la démarche en disant que ce que l'Espagne finit par accorder dans ce contrat-là, c'est trop mou, c'est trop miel, ils ne sont pas contents. Le taux de participation tourne autour des 40-45 si ma mémoire est fidèle, mais 73 des Catalans votent quand même pour ce nouvel statut-là. Et là se passe quelque chose qui est assez, bon, le Parti populaire, qui est un parti national, un peu le parti conservateur de la Catalogne, si on veut faire un parallèle, les dignes héritiers du franquisme. Pas sûr que tout le monde serait d'accord avec ma version, mais moi, je dis ça, c'est que vous irez vérifier, vous n'êtes pas content. Mais eux autres, ils ont aussi une section, comme nous autres, on est un parti libéral, le Parti conservateur du Québec, on ne peut pas en parler, c'est trop ridicule, mais comme Parti libéral du Canada, Parti libéral du Québec, pas la CAQ, genre, c'est... La CAQ, qui serait... le PP a un volet régional en Catalogne. Et là, les gens de ce parti-là sont vraiment ultra pas contents de ce qui est concédé aux Catalans dans cette constitution-là. Et là, ils en réfèrent au tribunal constitutionnel d'Espagne, qui est leur Cour suprême. Et notre Cour suprême, nous ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand le PQ adopte la loi 101 en 1977, bon, ben là, il y a plein de renvois devant la Cour suprême du Canada qui finit par charcuter tellement la loi 101 qu'aujourd'hui, elle est dans l'embout et à peu près sans effet. Mais là, le PP demande finalement au tribunal constitutionnel d'Espagne d'invalider cette constitution-là. Et là, il y a vraiment une crise identitaire qui émerge sur cette base-là, qui est à comparer avec ce qu'on a vécu, nous, au Québec, en 1990 avec le lac Meech, hein, 87-90. Je vous rappelle, parce qu'encore une fois, vous avez fait beaucoup de cours d'histoire et vous êtes des Québécois, que nous, le Québec, on n'a jamais signé la Constitution canadienne qu'on s'est fait imposer en 1982. Et là, les conservateurs de Brian Mulroney ont voulu réparer cet impair, cet affront historique-là, en permettant au Québec de réintégrer la famille canadienne dans l'honneur et l'enthousiasme. Puis là, en 87, elle a dit, on va faire des concessions sur la Constitution, puis les 5 conditions, Meech, le droit de veto, des affaires-là, on ne fera pas toute l'histoire. Et là, c'était en bonne voie pour fonctionner, mais là, il y a des gens qui ont craché dans la soupe. Elijah Harper, Clyde Wells à Terre-Neuve, et 90, ça plante. Finalement, l'honneur et l'enthousiasme, c'était une claque d'en face. Fait que là, il y a une grosse manifestation nationaliste au Québec, parce qu'en plus, il y avait négocié ça le 23 juin 87 en disant on a 3 ans pour faire signer toutes les législations provinciales. Et là, l'achoppement arrive le 23 juin 90. C'est une belle date pour nous quand même, les indépendantistes. C'est la fête nationale du Québec, je vous le rappelle. Et là, évidemment, une grosse manifestation à Montréal avec le spectacle de la fête nationale. Jean Duceppe, le père de l'autre, qui dit ça n'arrivera plus jamais. Diane Dufresne qui chante ne met plus jamais les pieds sur mon drapeau. Fait que grosse patente. Fait que la crise de l'Estatut actuellement en Catalogne, c'est à comparer à ça. Au départ, c'est un affront qui est tourné contre l'identité catalane. Les Catalans le prennent comme ça. Puis là, les plus nationalistes sont en Sacramento, mais pas tous les Catalans, parce qu'il y en a qui sont moins touchés par ces questions-là. Sauf que, là, les militants travaillent bien. Puis là, moi, c'est là que j'interviens, parce qu'ils m'ont dit on a besoin du soutien international pour faire avancer notre cause, puis là, il faut profiter du contexte. Puis avant la crise de l'Estatut, l'indépendance de la Catalogne recueillait à peu près 18 des appuis dans les intentions de vote, dans les sondages. Puis là, ça progresse. Là, les militants se disent c'est notre chance historique, c'est là ou jamais. Fait que là, ils organisent parce que, je vous rappelle que en Espagne, un référendum est illégal. Si ce n'est pas Madrid qui décide qu'il peut y en avoir un. Alors, les Catalans n'ont pas le droit de faire un référendum pour sortir de l'Espagne. C'est illégal. Fait que là, ils se disent, on va faire des consultations symboliques. Parce que
je déborde un peu, mais c'est parce que je vois le temps qui file. Le rapport de force. Mais ça, on va se donner un rapport de force. Fait que là, le symbolisme dans les luttes politiques, c'est super important. Tu sais, des fois, les gens disent c'est un symbole, on s'en fout. Le prince Charles qui vient, on s'en tape. C'est pas important. Mais les symboles, c'est super important. Ça peut faire marquer des points ou en faire perdre beaucoup. Fait que là, ils utilisent le symbolisme de certaines consultations, puis ils organisent ça sur tout le territoire de la Catalogne, dans 500 quelques villes. Et là, il y a des gens qui n'ont jamais pu s'exprimer sur le destin et sur leur avenir politique, qui vont dans des bureaux de scrutin qui sont organisés par les gens, parce que c'est les Catalans qui payent pour ça. Puis ça coûte, on me disait qu'un bureau de scrutin, c'est les pancartes, puis la publicité, puis tout ça, ça coûtait à peu près quelques milliers d'euros à chaque fois. Il y en avait des milliers de bureaux de scrutin pour chacune des consultations, parce qu'ils n'ont pas fait les 500 villes en même temps. Ils ont commencé, ils ne sont pas innocents, ils ont commencé avec les régions les plus nationalistes de la Catalogne pour envoyer un mouvement. Puis après ça, ils se rapprochaient tranquillement de Barcelone, qui est leur plus gros défi. Mais ça leur a coûté, au bout du compte, je ne sais pas, mais c'est des millions d'euros. C'est hallucinant ce qu'ils ont fait là. Fait que là, ils s'organisent, puis ils font ces consultations-là, puis là, tu as des personnes âgées qui osent venir dire « oui, je veux un pays », puis il y a des gens qui sont en pleurs, il y a des gens qui sont euphoriques. Moi, j'ai été hyper touché par tout ça. Ça m'a touché droit au cœur, cette affaire-là. Et là, ça a quand même un impact. Ça émulsionne en Catalogne, puis là, il y a bien des gens qui se rendent compte que tabarnak, les taux, puis il n'y a pas rien que 3-4 ceintures fléchées qui vont voter. C'est vraiment beaucoup de personnes, c'est 20% à peu près le taux de participation pour ces consultations symboliques-là. 20%, quand tu compares avec le nouveau contrôle de statut qui était à 40-45%, qui était de quoi organisé par l'État. Quand c'est organisé par les militants, 20% de le taux de participation, c'est énorme, avec 92% d'appui de l'indépendance. Évidemment, les gens qui sont indépendantistes, c'est eux qui se sont déplacés. Il n'y a pas 92% des Catalans qui sont indépendantistes, il n'y a personne qui pense ça. Mais il reste que ça a exercé une pression sur le système pour que, finalement, ça tombe, que leur combat avec la fin de l'statut, puis ça tombe pas mort au feuilleton. Et là, pendant ces consultations-là, le tribunal constitutionnel d'Espagne rend sa décision. Et, en effet, comme le souhaitait, le PP souhaitait plus que ça, mais donne raison en partie au PP en disant, la nation, en effet, ça n'a aucune valeur juridique et la langue ne peut pas être prédominante. Là, on est 2010. Et là, qu'est-ce qui se passe à l'échelle mondiale? C'est une grosse crise économique. Et ça frappe durement l'Espagne. Et la Catalogne, historiquement, est considérée comme le coin riche de l'Espagne. Alors, eux, ils ont développé un discours qui dit on est tanné un peu de payer pour tout le reste du royaume, puis il y a un déséquilibre fiscal. Bon, c'est un peu à l'inverse du Québec, parce que nous autres, on dit souvent que la péréquation, vous étiez censé avoir une présentation ce matin là-dessus, mais par rapport avec la péréquation, on est le parent pauvre de la fédération, puis tout ça, eux, c'est l'enfant riche. Et là, on dit que c'est un enfant gâté qui ne veut pas partager. Nous, on est trop pauvres pour être libres. Eux sont tellement égoïstes qu'ils ne veulent pas partager. Sauf qu'il y a vraiment un gros déséquilibre fiscal. Les experts l'ont démontré de belle façon. C'est des milliards d'euros chaque année qui est prélevé en Catalogne pour financer le reste de l'Espagne, entre autres l'Andalousie qui croule sous les problèmes économiques. Alors là, il y a deux arguments. Là, tu as ceux qui sont frustrés de s'être fait dire que vous êtes rien, vous n'existez pas. Et tu as ceux qui sont écœurés de se faire voler. Le taux de chômage actuellement, 22% en Catalogne, c'est énorme. Puis là, ils ont un train de vie qui ne peut plus se maintenir. Alors là, les deux chevaux de bataille, c'est vraiment l'identité et l'économie. Et là, arrive quelque chose, c'est que là, il y a des élections en 2010, et Convergencia y Unió, qui est le parti nationaliste traditionnel en Catalogne, revient au pouvoir. Mais c'est un gouvernement, c'est un peu la DQ, la Catalogne. Ils sont de centre-droite, plutôt autonomistes. Ils ne sont pas indépendantistes comme Esquerra Republicana de Catalunya, qui est comme le Québec solidaire de la Catalogne. C'est eux qui ont vraiment tenu à bout de bras le projet indépendantiste des années durant. Convergencia y Unió avec Jordi Pujol, tout ça, c'était toujours un peu entre deux autres. Mais là, avec toute la pression qui se passe, arrivent au pouvoir, ils sont minoritaires. Et là, Arthur Mas,
qui est le dirigeant, qui est le chef finalement de Convergencia y Unió et le boss finalement de la Generalitat, dit OK, l'identité c'est peut-être plus compliqué. Lui, il exige, parce que c'est un gars de droite, hein, il exige un nouveau partage fiscal avec Madrid. Et là, à Madrid, il y a eu un changement de régime aussi. C'est plus les socialistes de Zapatero qui sont là, c'est le PP qui est au pouvoir avec Rajoy. Je ne peux pas dire Rajoy, c'est Rajoy. Fait que là, lui, il dit non, vous allez aller vous faire foutre avec vos histoires, puis on partage pas ça, puis il n'arrivera rien. Fait que là, Convergencia y Unió est pogné au pied du mur. Là, tu as tous les nationalistes, les indépendantistes, puis les Catalans en beau fusil qui sont derrière lui, puis tu as Madrid qui fait preuve d'une intransigeance totale. Fait que là, il dit quoi, lui, Artur Mas? Il dit, bon, ben là, il faut que j'aille chercher un nouveau mandat électoral pour qu'on marche vraiment vers un référendum. Puis là, il dit, donnez-moi la majorité, là, absolue, puis je vais vous faire un référendum, même si c'est illégal, je rappelle, c'est illégal. Fait que là, il y a eu des élections, c'est en novembre dernier. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Convergencia y Unió, qui a fait tuer bien du monde, bien des indépendantistes des années durant, il n'a pas, Artur Mas, sa majorité absolue. Il rentre minoritaire. C'est une proportionnelle là-bas, ça fait que les petits partis ont quand même leur place. Esquerra Republicana de Catalunya, qui est la force indépendantiste de gauche, passe de 10 députés à 21 sur 135 députés. Donc, avec 7 des intentions de vote. Convergencia y Unió sont à 32, un petit peu plus, ils sont 35-38. Fait que là, ils ont vraiment une légitimité et un poids politique. Ont comme une balance du pouvoir. Hein? Quand on a vu le PQ passer sa fesse le 4 septembre, on voyait qu'avec Solidaire, s'il avait pu faire élire une couple de députés de plus, ben, si tu as la balance du pouvoir, ben, tu peux exiger des choses. C'est que là, tu as Convergencia y Unió qui est encore plus minoritaire qu'avant, parce qu'il est passé, il était à quelques voix d'avoir la majorité qui était à 68, puis là, ils sont tombés à 50, il était à 63, je pense, députés, puis ils sont tombés à 50 députés, donc ils sont assez loin quand même de la majorité. Puis en plus, tu as Solidaritat Catalana per la Independencia, qui est vraiment la formation des purs et durs, la option nationale de la Catalogne, qui eux autres ont été cherchés au parallèle avec le Québec, ils ont été cherchés 2 Fait que, tu sais, eux autres, en plus, ils sont en train de s'organiser politiquement, ont un député démissionnaire. Il y a des beaux parallèles. Hein, Uriel Bertrand, qui est à SI, qui est un ancien, mais non pas des momounes comme nous autres du PQ, là, mais lui, il part de l'Esquerra Republicana de Catalunya. Fait que là, lui, est à SI. Et là, Convergencia y Unió, là, il est mal barré parce qu'il est obligé de négocier avec la grosse gauche indépendantiste, puis avec les petits purs et durs qui gossent partout, puis qui organisent des affaires, puis tout ça. Puis là, grosse manifestation dans les rues. Quand je dis, à un moment donné, il faut exercer de la pression sur les politiques pour les faire bouger. Une mobilisation monstre qui aurait atteint 1,5 million de personnes dans les rues de Barcelone. Bon, Madrid dit que c'était plutôt 600 000. On va s'entendre sur 1 million. Hein, les militants, ils gonflent tout le temps, puis les polices, ils disent tout le temps qu'il y en a moins. Fait que mettons entre les deux, c'est pas mal tout le temps là qui est la vérité, de toute manière. Ça fait 1 million de personnes dans les rues de Barcelone, c'est énorme. Ça fait que là, Artur Mas, il est un peu fourré, mais il est obligé de négocier avec ERC. ERC, il dit, OK, on va quand même marcher vers un référendum, si tu veux qu'on t'appuie dans ta gestion gouvernementale, mais tes réductions d'impôts, il n'y en a pas question. Tu ne coupes pas dans les services sociaux, tu montes les impôts, parce que c'est la gauche. Fait que là, tu montes les impôts, puis on marche vers le pays. Fait que là, Artur Mas, il y a un couteau sur la gorge, il dit oui, OK. Là, les socialistes, qui sont la deuxième force politique en Catalogne, sont en maudit. Ils disent que, OK, on peut peut-être accepter que la Catalogne décide de son statut, mais il faut négocier avec Madrid. Madrid dit, il n'est pas question qu'une démarche illégale s'enclenche, on va envoyer l'armée. Pas tout le monde maintenant qui dit ça. Le Parti populaire, je vous l'ai dit, ça sent le franquisme de temps en temps. Et là, on est là. Puis là, dernièrement, ils viennent de faire une déclaration symbolique, encore une fois symbolique, d'indépendance à la Généralitat en disant, voilà, nous autres, on s'en va vers là. Et là, ils espèrent être en mesure d'organiser un référendum en 2014, un peu comme les Écossais, hein, qui espèrent faire de même chez eux au même moment. Alors, ce qui est surtout important de retenir, puis dans les parallèles, rapport de force. Tu as beau avoir, tu sais, là-bas, un référendum est illégal. Si tu t'en tiens à ça, puis tu ne développes pas ton rapport de force, tu ne seras pas capable de faire de référendum. Ici, notre référendum, on a le droit d'en faire,
mais ils ont adopté la loi sur la clarté. Parce qu'il y a eu un renvoi aussi devant la Cour suprême en 98, 97. Là, Chrétien disait, ouais, là, ben là, tu sais, c'est correct, le référendum de 95, c'était-tu légal, cette affaire-là? Puis la majorité, c'est quoi? Puis la question, puis ça. Les juges disent, oui, le fédéral a une obligation de négocier avec le Québec s'il enclenche sa libération, finalement. Mais il faut que la question soit claire et que la majorité soit claire. Donc là, le fédéral dit, OK, on saute là-dessus, ramasse ça, puis on va adopter la loi sur la clarté référendaire. Et là, on demande, OK, là, il dit, on va négocier, mais si c'est clair. On dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui est clair? Ben, c'est moi qui décide, qu'est-ce qui est clair? Fait que là, tu sais, si tu arrives et tu dis, voulez-vous d'un Québec souverain? Ah non, pas clair. Indépendant, sécessionniste, radical, terroriste. Ça, c'est clair. Puis là, si tu obtiens 52 ah non, ça prenait 55, c'est ça qui est clair. Parce que c'est pas vrai de dire que c'est la règle du 50 plus 1 toujours qui s'applique. C'est faux. La seule chose qui amène à une indépendance, c'est le rapport de force. Les îles Féroé ont fait deux référendums sur l'indépendance et ont gagné les 2 fois. Serré. Mais parce qu'ils n'ont pas été capables de défendre leur oui, il n'y en a pas de pays. Les DC-5 c'est la même chose. L'Australie occidentale, la même chose. Là, tu vas me dire, mais là, on ne peut pas se libérer. Non, c'est pas vrai. Rapport de force. Kosovo, même pas de référendum. C'était les Américains en rien. Pas pire rapport de force. Il y a un pays. Fait que pour la Catalogne, à cause de ce qui est du mouvement populaire, à cause du contexte politique, hein, une espèce d'accord du lac Meech avorté, avec des gens en Sacramento, avec une crise économique, avec des gens qui marchent dans la rue, on va peut-être réussir à faire ce qui était inconcevable, c'est-à-dire faire un référendum sur l'indépendance. Comme nous ici, si on fait un référendum, puis qu'on le gagne à 52 mais qu'on est naïf et qu'on pense que c'est assez de tout se règle, c'est pas vrai non plus. On va faire peur à personne, mais après le référendum de 95, il y a des papiers officiels qui sont sortis. Ici, le oui passait serré. Le fédéral envoyait l'armée au Québec, pas pour tirer sur le monde. Mais moi, si j'avais été Jean Chrétien, j'aurais fait ça, j'aurais envoyé l'armée, tu crées un traumatisme, tu ne peux pas faire un référendum juste au Québec, on va en organiser un pan-canadien, puis c'est comme ça qu'on va décider. Puis avec l'armée dans les rues, le monde aurait tout voté non, parce qu'il y avait une méchante gang qui avait voté non, fait qu'il aurait dit voilà, c'était n'importe quoi ce que le PQ a fait. Il faut que tu sois équipé pour défendre ce que tu es en train de vouloir faire. Rapport de force. Symbolisme, là, les médias, je n'ai parlé tantôt. Tantôt, on parlait des Américains avec le Kosovo, reconnaissance internationale, ça aussi, ça joue dans le rapport de force, évidemment. Et j'ai parlé du premier qui se libère en Occident. Fait que je pense qu'on va dans avec ça. Voilà, merci. Merci à vous pour la conférence, M. Granger, Patrick Bourgeois. C'est vraiment intéressant. On en a appris beaucoup sur l'Inde, sur le Québec, sur la Catalogne, qui, j'espère, va se libérer un jour. Donc, si vous avez des questions, ce serait le moment. On a un petit 30 minutes pour poser des questions. Donc, levez la main, puis je vais vous passer le micro. M. Bourgeois, vous parlez de rapport de force entre deux institutions dans le fond d'un pays, là, le fédéral et celui qui veut se libérer. Dans le fond, j'aimerais juste avoir votre point de vue sur l'existence du Bloc québécois, puis cette débat récente aussi, puis tout ça. Là, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait. En fait, est-ce qu'on doit avoir une action sur la scène fédérale? Bon, vous m'entendez, il n'y a pas besoin de micro. Moi, mon point de vue sur le Bloc québécois, je l'ai dit après la débat, s'ils avaient joué leur rôle comme du monde, là, le Bloc avait sa pertinence tout à fait. Sauf que, tu sais, ils viennent de sortir de la crise, puis juste dernièrement, il y avait encore 108 employés au Bloc québécois. Ils ont pris l'argent, eux autres, ils ont mal travaillé, il y avait des ressources, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué au bon Canadien. Mais c'est pas ça qu'il fallait que le Bloc fasse. T'envoies une aile indépendantiste dans le Parlement de l'autre bord, là. C'est pour semer la bisbille, tu fasses des crises, puis là, c'est bien plate, là. Moi, j'aimerais ça vous dire que je crois qu'on peut faire une indépendance avec des ballons, qu'on va tous danser dans une grande farandole. C'est pas vrai. Ça arrivera jamais, c'est jamais arrivé. Ça arrive dans la tension puis dans la crise. Fait qu'il faut que le Bloc, il crée une crise. Fait que t'es là pour les écœurer, pour que là, ils tapent dessus, puis là, ça fait une crise. Fait que ça, oui, il aurait été utile. Mais si pour aller me parler, comme disait Falardeau, si vous me parlez du saumon du Pacifique, ça sert à rien.
Sauf que, au moins, s'il avait utilisé l'argent qu'il récoltait comme ça en étant à Ottawa, puis qu'il avait financé le mouvement indépendantiste, puis qu'il avait financé des actions sur le terrain, ben là, au moins, on se dit, bon, ben les militants en profitent. Non, ils sont peut-être des salaires qui n'avaient pas d'allure, puis du CEP, espèce de fait que le bloc tel qu'il a existé, moi, il me remuait pas les ovaires, pas en tout. Mais il aurait pu être super utile. Tu sais, Bernadette Devlin en Irlande, elle n'a pas été jouée au bon député londonien. Tu sais, Bobby Sands, quand il s'est fait élire en prison, tu sais, il était en pleine crise. Il était en grève de la faim à ce moment-là dans son élection? Il était pas loin. Tu sais, il s'est fait mourir de faim en prison. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, là. Chaque situation est unique, mais tu sais, il avait adapté sa résistance à la violence du contexte. Puis le Bloc n'a jamais adapté sa résistance à la douceur du contexte, qui est quand même une guerre politique entre deux systèmes politiques. Est-ce qu'il y a une autre question? Sans micro, c'est bon. Merci. Dans le fond, moi, j'ai été intéressée par le volet au Québec des Amérindiens, parce que c'est vrai que souvent les souverainistes et les indépendantistes, on n'en parle pas tellement ou on fait semblant plus qu'autre chose. C'est quoi les propositions de substitution, un peu de réserve? Comment ça fonctionnerait? Qu'est-ce qu'eux demandent? Je te dirais que on en est présentement au premier balbutiement, puis c'est super difficile. Okay. Moi, quand je vais à Pessamit, puis je vais rencontrer des Mohawks, tout ça, surtout Pessamit, parce que, tu vois, le grand litige qu'on a, nous, les Québécois, c'est Hydro-Québec. Tu sais, Hydro-Québec, là, il reste que pour les Québécois, c'est une grande institution qui, tu sais, les grands chantiers de la Manique, tout ça, ça nous a redonné une fierté. On s'est dit, Christy, on n'est pas rien que des porteurs d'eau et des bouseux, on est capable de faire des grands projets, nous autres aussi. Puis on a fait des. Manique 5, c'est énorme, là. Sauf que, tu sais, nous autres, ça nous a, dans le contexte de la Révolution tranquille, puis tout ça, c'est qu'on est en pleine reprise de possession de ce qu'on est, puis de reconstruction identitaire, puis d'une fierté nationale. Ben, eux autres, ils étaient sous le terre. Tu sais, moi, je vais à Pessamit, tu sais, les pylônes, ils passent sous le terre, puis les maisons dans lesquelles ils vivent, ça appartient au fédéral, puis ils se ramassent avec l'argent qui rentre dans le conseil de banque, puis c'est pas parce qu'ils leurs élites sont amérindiennes qu'ils sont meilleurs que les nôtres. Il y en a une méchante gang qui s'en mettent bien poche, puis il y a le monde rendu en bas, ils n'ont pas grand-chose. Fait que là, quand t'arrives, puis tu leur parles, tu dis, OK, nous autres, on veut faire notre indépendance, puis tout ça, puis là, ils disent, ben, nous autres, là, ils parlent souvent du wampum, 2 lignes, chacun dans notre... C'est des ceintures traditionnelles, c'est des espèces de... Comment je pourrais t'expliquer ça, là? C'est, les Amérindiens, ils racontaient comme leur histoire, c'est une histoire orale, mais il y avait quand même le wampum, une genre de ceinture qui raconte des trucs, puis leur histoire, puis des gars... je suis pas un spécialiste, fait que je te raconte, tu iras voir sur Internet tantôt, tu vas avoir une meilleure explication de ce que je viens de faire, mais il reste qu'ils me parlent des 2 canons. Fait que là, ils veulent, mais tu sais, en même temps, ils sont 50 000 éparpillés sur un immense territoire avec 11 nations sur le territoire québécois. Tu me demanderais, bon, tu penses quoi de faire un pays? Comme si tu me demandes, les Corses peuvent-ils faire un pays? Puis j'ai beaucoup de chums corses, puis c'est dur. Sauf que moi, ce que je pense, puis ce que j'essaie de, quand on discute avec eux, moi j'essaie de voir, mais y aurait-tu moyen, si on fait un pays du Québec, c'est pas mal des choses finies, fini le système des réserves, puis cette cochonnerie-là. Puis si, on parle souvent au Québec, dans un Québec indépendant, qui devra être décentralisé, parce que le Québec-province est ultra centralisé, hein? Puis moi, je suis un digne ressortissant des régions, fait que je suis tenant de la décentralisation. Mais là, tu dis, on parle souvent d'une chambre des régions. Il pourrait-tu avoir une chambre dans l'État d'un Québec libre, une chambre des Amérindiens, puis pas une affaire, là, ils ont des plumes qui font un show, là, qui ont vraiment une prise sur le pouvoir, puis qu'on administre ce pays-là ensemble. En Australie, il y a eu un début de quelque chose qui est intéressant avec les aborigènes, parce qu'ils n'ont pas eu facile eux autres non plus. Là. Fait que, peut-être qu'ici, on pourrait... Mais moi, je voudrais que le Québec libre aille plus loin que tous les autres. Puis que les Amérindiens, même s'ils sont juste 50 000, qu'on ne leur donne pas du pouvoir pour 50 000. Que ça soit vraiment un pays amérindien. Parce que, autant dans la Nouvelle-France, souvent, les Québécois ont un gros sentiment de culpabilité par rapport aux Amérindiens. Moi, n'est pas trop, là. Parce que, c'est pas moi qui payait pour les scalps et tout ça. C'est les Anglais, là. Puis mes ancêtres acadiens, ils ont goûté aussi. Là. Les Anglais, ils payaient pour quand ils ramenaient, ils tuaient les Indiens, puis les Big Mac, ils ramenaient le dessus du cuir chevelu, puis ils donnaient de l'argent pour ça, comme des pots de castor. Puis ils ont fait ça aussi aux Acadiens. Puis les Français,
Les Canadiens ont fait. Il n'y a eu aucune politique génocidaire des Canadiens. Bien sûr, on s'est défendu contre les Iroquois. Mais la seule politique génocidaire organisée par les Français, c'est contre les renards des Grands Lacs. Ils ont vraiment essayé de les faire, qui étaient des mercenaires des Anglais, ils ont vraiment essayé de les éliminer jusqu'au dernier. Il y a eu ça. Un cas. Alors que les Béotucs, à Terre-Neuve, les Anglais ils ont tué jusqu'au dernier. Puis, tu sais, si on regarde toute la conquête de l'Ouest, puis si tu regardes comment ça s'est passé avec les Amérindiens, avec les Anglais, ben, c'est quand même pas mal plus radical puis pas mal plus violent que nous autres, ce qu'on a fait. C'est qu'il y avait une grande alliance entre les Franco-Canadiens, surtout les Canadiens puis les Hurons puis tout ça. Puis moi, j'aimerais ça que le nouveau pays qu'on fera, si on y parvient, parce que moi, je suis pas comme Pierre Beaulieu qui dit que c'est inexorable l'indépendance. Non. Si on ne travaille pas, il n'y en aura pas. Fait que si on a ce pays-là, moi j'espère qu'on va être capable d'avoir quelque chose qui va rappeler cette grande alliance-là, et puis qu'on aura des institutions qui seront dirigées par ces deux grands peuples-là, puis que ça sera un exemple pour le reste du monde. Ça serait extraordinaire, non? Personne ne veut être contre ça. Il s'agit juste, nous autres, à abandonner nos préjugés, puis à ne pas se comporter comme... Parce que les colonialistes, c'est pas des monstres, là. C'est des humains. Puis les humains, c'est tout le temps un peu crasseur. Fait que, tu sais, si tu arrives et si tu lui donnes un pays, on a la chance de le devenir nous autres aussi. Il y a des risques. Fait qu'il faut éviter ça, mais il faut tout de suite, c'est pour ça, moi, que dans le mouvement indépendantiste, je parle souvent des Amérindiens, parce que la réflexion n'est pas faite. Puis c'est pas une fois qu'on aura le oui entre les mains, puis qu'on sera en train de construire le Québec pays, qu'il va falloir dire, hey, on fait quoi avec les Indiens? Là, ils sont à Washington, puis ils nous chient sur la tête. Là. Non, il ne faut pas faire ça, il faut que ça soit préparé d'avance. Puis nous, on est suffisamment réfléchi à la question pour que ça soit intelligent, notre patente. On fait comme en 95, puis je te donne un exemple. Là. Quand tu parles d'amateurisme, j'ai un immense respect pour Jacques Parizeau, son plan haut, ça c'est extraordinaire. Sur la question des frontières, c'était n'importe quoi en 95. C'était un bordel total. Les frontières du Québec ne sont pas clairement définies, entre autres au nord, autour des îles de la Madeleine. Surtout que les hydrocarbures qu'il y a dans le Golfe, et moi je suis contre l'exploitation des hydrocarbures, sans passer, mais c'est mon opinion. Fait que là, autour des îles de la Madeleine, les Américains disent des eaux internationales, le Canada dit que c'est des eaux canadiennes, le Québec dit que c'est des eaux... c'est un bordel. Il faut vraiment y aller, puis vraiment établir clairement nos frontières. Avec les Amérindiens, la même chose. Il faudrait avec un plan, puis il faudrait avoir déjà une espèce d'entente, un genre d'entente avec eux avant qu'on arrive jusque-là, puis que le travail a été fait, puis qu'on soit capable d'éviter que ça soit... Parce que ça va être considéré, c'est ultra important. Quand on parle de reconnaissance internationale d'un Québec libre, la question amérindienne va être centrale. Fait que, on peut se mettre d'être prêt avant que ça arrive. J'ai une petite question pour M. Granger. Vous avez parlé tantôt que lors de l'indépendance de l'Inde, il y a eu des conflits entre les musulmans et les hindous, puis il y a eu 1 million de morts environ. Les musulmans allaient du côté pakistanais ou du Bangladesh, puis bon, les hindous revenaient en Inde. Si on peut faire un parallèle avec le Québec, s'il y a une séparation du Québec du reste du Canada, est-ce que ça se peut qu'on voit des mouvements de migration peut-être un peu plus, moins troublés, mais que les anglophones aillent vers l'Ontario puis le Nouveau-Brunswick, puis les francophones qui sont réprimés au niveau de la langue reviennent au Québec? Il va y avoir des mouvements, mais je trouverais relativement, serait de façon marginale. Je crois que peut-être qu'il y aurait des nords franco-ontariens qui lâcheraient du côté québécois. Et je ne crois pas que ça amènerait de graves conséquences pour la simple et bonne raison, c'est que aujourd'hui, c'est plus facile de concevoir une liberté de mouvement transnational comparativement à 1947 où on croyait dans l'étanchéité frontalière. Alors, la différence aujourd'hui, c'est plus facile de proposer, dans le fond, une liberté de mouvement. Il y a plein de modèles comme l'espace de Schengen, par exemple, en Europe, qui pourrait être réalisable en Amérique du Nord. On va dire le Canada, parce que les Américains ne sont pas intéressés. Et aussi, il y a une différence fondamentale, je crois, c'est que si ça se fait dans une période de guerre, on comprend que la partition indienne, c'était une épreuve très difficile et très éprouvante, elle n'est toujours pas finie si on regarde le Cachemire. Ce qui légitime beaucoup, dans le fond, la mobilisation sur la crainte d'une frontière libéralisée. C'est sûr que l'Inde et le Pakistan, encore aujourd'hui, sont très méfiants l'un vers l'autre. C'est des cousins. Mais se sont fait 3 guerres, pratiquement une 4e.
Alors, permettre cette liberté de mouvement aujourd'hui entre ces deux pays-là, c'est toujours pas à l'agenda. Parce que le Cachemire est toujours encore divisé de façon violente en train du Pakistan. Ici, je ne crois pas que c'est très problématique les questions frontalières. Les frontières maritimes peuvent être réglées relativement facilement avec la Convention de Stockholm, qui nous explique un peu comment on doit partager les ressources naturelles qui se trouvent en mer. Il y a aussi une intensité économique entre le Québec, les États-Unis et le Canada qui est vraiment pas comparable avec celle de l'Inde et du Pakistan. Ici, un après-midi, on fait l'équivalent du commerce entre l'Inde et le Pakistan. Ça me donne une indication. Donc ici, avoir une nécessité d'avoir des frontières relativement ouvertes est une nécessité aussi économique, une nécessité aussi de migration, puis aussi, je sais pas, moi, le Canada a tout intérêt aussi à garder une certaine ouverture des frontières parce qu'il doit cheminer de l'intérieur des Grands Lacs, disons, à travers la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, il devrait y avoir des négociations par nécessité qui se fassent ici. Et je crois que ce serait beaucoup plus facile régler les problèmes de cet ordre-là. Toujours, quand même, c'est toujours pas réglé de toute façon. Mais c'est clair que peut-être les Franco-Ontariens ou les Néo-Brunswickois voient un peu un danger de l'indépendance québécoise parce que ça met tout simplement dans le niveau de minorité dans notre propre région. Et je peux comprendre pourquoi eux s'opposent en général à l'indépendance du Québec parce qu'ils voient une perte assez notable de leur garantie constitutionnelle du fait francophone à l'extérieur du Québec. Alors, peut-être un avec déménagerait au Québec pour des raisons de cette crainte, mais je ne crois pas que c'est une problématique très importante. Je vais me permettre un commentaire sur les Amérindiens. Je vais parler d'autorisation justement des luttes politiques. Ici, il y a un balbutiement de cette tentative d'intégrer les Amérindiens dans un concept d'indépendance nationale. Puis pour le faire, il ne faut pas que l'Amérindien pense qu'on va changer John pour Jean, ou un Canadien anglophone pour un Canadien francophone. Alors, vous comprenez que leur réticence au projet souverainiste est légitimée par le fait qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils vont, en fond, gagner dans l'échange. C'est la même chose aussi pour les immigrants ici. C'est assez évident de voir qu'un immigrant, pour lui, le boss est anglophone, et pour un immigrant, pas si ils sont anglophones ou francophones, ça ne change pas grand-chose dans la réalité de personnes exploitées. Alors, le nous et le eux est encore très présent aujourd'hui au Québec, entre des immigrants et des non-immigrants. Alors, tant aussi qu'on les appelle eux, ils sont revenus, c'est bien comprendre. Mais quand je vous ai parlé du cadre théorique, je sais que c'est un peu fatigant dans le sens politique, ça va être cadre théorique. Mais ce que je veux bien faire comprendre là-dedans, c'est qu'il y a un processus d'intégration du projet qui est nécessaire avant qu'il commence à penser le privé. Peut-être l'appel des braves, c'est le début d'une tentative, même dans une plus grande mesure, la création du Nunavut et du Nunavut aussi, c'est un processus d'autonomisation dans le fond des développements économiques. Le plan Nord est un autre exemple où il ne peut pas réussir tant qu'il n'y a pas d'intégration qui se fait par les gens qui habitent le territoire. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire l'autonomisation des luttes politiques. Alors, les plans qui sont imaginés dans le futur doivent prendre ça en considération. Puis est-ce qu'à ce moment-là, la souveraineté, le mouvement indépendantiste du Québec ne devrait pas plutôt tenir en compte ça, puis apprendre des leçons peut-être aussi de l'Inde à ce stade-là sur le fait d'avoir un mouvement plus inclusif peut-être, puis... je pense que la fête des braves et les créations de l'Unavit, c'est un peu ça, l'esprit derrière. Ça prend du temps avant de s'épanouir, ces choses-là. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on doit regarder du côté justement de l'Inde parce que on peut comprendre que c'est un peu les mêmes codes théoriques. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes situations politiques, mais ça veut dire que dans le détail, on ne peut pas opérer de la même façon, c'est pas les mêmes genres, on n'est pas dans la même... on n'a pas la même géographie, si vous préférez,
C'est plus difficile de devenir indépendant quand tu es un pays enclavé que lorsque tu es un pays qui a accès à la mer, par exemple. Je veux dire, il faut prendre beaucoup de choses en considération. Dans le cas du Québec, on est un pays qui a accès à la mer, mais au CP, ça va enclaver une partie du Canada, par contre. Alors, ça amène d'autres problématiques. C'est la même chose pour l'Inde et le Pakistan et le Bangladesh. Je vais vous donner un exemple. Le Pakistan, avant, c'était le Bangladesh également. C'était un seul pays. Okay? Le Pakistan, il y avait le Pakistan occidental et oriental. Ben, c'est difficile de faire fonctionner un pays qui est complètement divisé en deux parties géographiques comme ça. Alors, il ne faut pas se surprendre qu'aujourd'hui, le Bangladesh est devenu un pays indépendant, qui était avant le Pakistan oriental. Alors, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il faut regarder, on peut regarder ailleurs, voir les similitudes, mais il ne faut pas trop se comparer parce que c'est là qu'on oublie qu'il y a des réalités qui sont très différentes dans les différentes régions. Je pense que c'est toi. Pour M. Granger, toujours, l'Inde et l'anglais et la jeunesse qui est sur Internet, est-ce qu'ils utilisent beaucoup leur langue? Est-ce qu'ils préservent encore leur langue maternelle? Ou s'ils sont passés carrément à l'anglais? Il y a 16% d'Indiens qui parlent l'anglais. Donc 16%, ça vous dit croissant. C'est surtout des gens qui ont accès à une éducation de meilleure qualité, surtout en ville. C'est des citoyens déjà mondialisés, ces Indiens-là. Ils utilisent l'anglais, c'est pas perçu comme étant une menace. Ça veut dire qu'il faut comprendre que compte tenu de la mosaïque culturelle, l'anglais a une utilité centralisatrice en même. L'anglais permet aux Indiens de se parler entre eux. Parce que il y a 3 grandes familles linguistiques en Inde subdivisées par 700 dialectes. Et ces familles linguistiques sont très différentes les unes des autres. Donc, si vous parlez le hindi, c'est très difficile d'apprendre le tamoul. Ça se fait. Si vous voulez devenir fonctionnaire à Delhi, tu es un tamoul, tu apprends le hindi. Alors là, on a ce qu'on appelle les three language formulas, c'est-à-dire qu'on appelle cette école de la langue locale. Et là, tu as l'option, si tu payes plus, puis dans une bonne école, tu vas apprendre aussi l'anglais au même moment. Puis souvent aussi, tu as une 3e langue qui est obligatoire, surtout à niveau, à partir du secondaire 4. Donc, un Indien qui naît un tamoul, apprend sa langue naturelle, le tamoul, va apprendre l'anglais si dans une bonne institution. S'il veut devenir fonctionnaire en Inde, il va apprendre le hindi. Donc, ça, c'est le three language formula. Donc, les Indiens sont très à l'aise avec ça parce qu'il faut comprendre que l'anglais sert d'unificateur en Inde. Ce qui n'est pas ici, c'est le français qui sert d'unificateur au Québec. Alors, ils n'ont pas vraiment comme je l'ai déjà mentionné, l'Inde, c'est une projection historique de qu'est-ce qui fait l'unité indienne. Ce n'est pas la langue. Ce n'est pas la religion. C'est l'expérience historique qui fait l'unité de l'âme. C'est c'est la démocratie qui fait l'unité de l'âme. Même si elle est très dysfonctionnelle, les Indiens vont voter. Et ils croient dans leur système politique qui est très imparfait. Vous savez qu'il y a quand même 53% des députés en ce moment qui sont sous enquête criminelle. Siège. 53. C'est la majorité des députés. Bon, parce que ça fait 30 ans qu'ils ne sont pas capables de faire un projet de loi pour empêcher les députés de se présenter, même s'ils sont sous enquête criminelle. C'est pour ça qu'un monsieur qui a fait une grève de faim l'été passé, puis qui a ramassé plein de sont plus capables, les Indiens, sur la corruption. Alors, vous comprenez que ce qui unit les Indiens, c'est pas la langue, c'est la religion, c'est plutôt le système politique, la croyance que notre système politique va aider, dans le fond, à démocratiser pas simplement la politique, mais aussi les mœurs et permettre un certain nivellement, non pas vers le bas, mais égalitaire de toute personne qui croit à l'Inde, c'est-à-dire par son système politique, par son système aussi, pour ça qu'ils sont sécularistes. Avant tout, la Constitution est clairement établie. Il y a 3 fondements. Il y a 3 éléments fondamentaux de l'Inde. Pour nous, c'est l'égalité, la liberté, la fraternité. Vous pouvez comprendre où ils ont pris le modèle. Et la Constitution indienne commence par We the people of India.
Et là, vous comprenez l'autre modèle indien qui est une référence aux États-Unis, c'est-à-dire un républicanisme qui fait fi des discriminations raciales, sociales, linguistiques. Donc, c'est un système politique imaginé qu'on essaie de vendre et dans lequel il faut croire pour vouloir y vivre dedans. C'est ça ce qui maintient l'unité indienne. Contrairement avec l'événement de pied à côté qui est le Pakistan, qui retrouve plus une référence identitaire à la religion, ce qui fait que tu as deux modèles politiques qui sont en contradiction, qui rendraient une réunification, entre autres, on parle quelque chose de plus en plus difficile parce que ces deux conceptions politiques sont relativement différentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que mes questions ne seront pas trop naïves, mais justement, comme on parle de l'Inde, on parle de leur mouvement d'indépendance, je trouve que entre un Anglais et un Indien à cette époque-là, la différence était quand même très, très, très marquée. Entre un Québécois et un Canadien anglais, il y a beaucoup de gens qui vont soutenir que c'est peut-être pas assez différent identitairement, culturellement, politiquement, etc., pour justifier la scission du pays. Peut-être, je vois ce que vous avez à dire là-dessus. C'est un peu l'avocat du diable, là, je sais que... Les Irlandais et les Anglais. Les Irlandais et les Anglais. Non, de toute façon, moi, tu vois, dans mon militantisme, je suis très... C'est probablement pour ça que je suis capable de m'entendre avec les Américains. Moi, je suis pas tellement nationaliste. Moi, c'est vraiment... moi, je suis vraiment tourné contre le système politique. Péter ce système-là pour faire autre chose. Moi, il y a beaucoup de ça. Je me sens, puis je respecte l'unité de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Mais tu sais, moi, si tu me demandes, là, OK, ton militantisme, ça va être, là, OK, tu vas parler de la langue, là, m'en ai fait d'autres choses. C'est pas quelque chose qui me stimule beaucoup. Je comprends que, tu sais, comme tantôt, je disais, le nous, l'autre, c'est important d'être capable, à un moment donné, pour qu'on sache de quoi on parle. C'est correct, parce que plus on parle, mais je vois pas ça comme ça. De toute façon, je te dirais que la plupart des militants diraient, mais c'est pas une espèce de formule archivée, mais c'est pas contre eux, c'est pour nous. Là. Je pense pas que ça soit un frein. Là. Le plus grand frein, c'est plutôt nous-mêmes. Je pense que... Je vais me permettre point important. Je comprends qu'il y a un système de caste. Alors, quand tu es, ça fait partie de 85% de la population qui est dans la troisième et quatrième caste, qui a été de façon millénaire exploitée, ça, un champ, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, historiquement même, c'est ce que ça veut dire, la discrimination radicale. Alors, eux, remplacer John par Mahendra ou un brahman préféré, c'est clair que pour eux, ils perçoivent la vraie dire même le père de l'intouchabilité, celui qui a rendu ça inconstitutionnel en Inde, c'était un intouchable. Ils trouvaient les Britanniques beaucoup plus, les Britanniques jouaient le jeu, s'utilisaient pour régner. Ils croyaient qu'une démocratie, c'est aussi la protection des minorités. Ils faisaient référence notamment à ce que si on devient indépendant, est-ce que les brahmanes et les kshatriyas, qui sont les deux camps de pouvoir, vont exploiter de façon encore plus véhémente les autres camps. Alors il y avait une crainte à voir cela arriver. C'est pour ça que la Constitution indienne en reste des dispositifs pour éviter cela se produise. Même si c'est encore comme ça. Ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de périodes d'empowerment. Je vais vous donner un exemple. L'Université de Sherbrooke, on a 4 000 étudiants. En Inde, il y a certaines universités qui sont obligées d'avoir 15% d'intouchables à l'université. Parce que ça prend du temps avant de changer une société qui est sclérosée en fait de strate sociale. Et en faisant de la discrimination positive, c'est une façon, dans le fond, de créer, dans le fond, une unité sociale qui est plus basée sur la discrimination de ton origine. Alors, ils font ça, et je veux bien vous dire en ce moment, il se peut qu'il y ait un projet de loi où on doit faire, vous allez rire, mais des quotas, 47% de la population de discrimination positive dans l'embauchement de l'appareil d'État. C'est une chicane en ce moment, c'est faisable depuis la Constitution. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire plus que 50% de discrimination positive en Inde.
Sinon, tu appelles ça de la discrimination positive. C'est en haut de 50%. Mais si tu calcules les femmes, les tribus, les minorités, les basses classes, c'est quand même 80% de la population mondiale qui sont discriminés. On peut les mêmes pouvoirs. Alors là, il y a des limites à faire la discrimination positive. Et ce que je veux dire, c'est que pour arriver à créer en fond, un corps politique bien huilé, bien uni, ça peut prendre une période de temps. On n'est encore pas là, comme un peu pour la question des Autochtones. On n'est pas encore. Avant qu'un Autochtone, un immigrant puis un Québécois perçoit l'indépendance de la même façon, il y avait une poste à notre question. Il sait que le résultat sera X, on lui parle. Dans le fond, la position, c'est vraiment plus au niveau politique. Donc, si on se mettait à songer à la possibilité que le Canada, éventuellement, je sais que c'est très, très utopique, mais ici, décentraliser ses pouvoirs, nécessairement... Je n'ai pas dit pas nationaliste. Peu nationaliste. non, bon, regarde, c'est sûr qu'il n'y a rien jamais qui va... Je vais toujours demeurer... Je vais mourir indépendantiste. Je suis né indépendantiste, puis... écoute... Ouais, j'essaie juste de comprendre un peu non, c'est ça, mais tu sais... Mais c'est sûr que, tu sais, moi, tu ne verras pas, tu sais, à l'humilité, tu sais... Il y a toutes sortes de trucs, tu sais, par rapport à l'anglais, tu sais, la place de l'anglais. Non, tu sais, moi, le style que moi j'ai développé, tu sais, je parle davantage de ressources naturelles que de langue. Parce que moi, des compagnies étrangères qui viennent chez nous, qui prélèvent, puis qui partent, qui laissent à peu près rien, puis qui salopent tout, puis qu'on paye nous autres en tant que Québécois pour nettoyer les sites. Je pense entre autres à Malartic, où j'ai fait sortir un document par rapport à. Puis ça fait quelques années de ça, quand Ossico s'est installé à Malartic, faire une mine d'or, ils ont passé tout le monde à coup de pied dans le cul, faire un tour du village. Puis là, eux autres, ils ramassent tous les profits. Puis nous autres, t'es pas capable de savoir c'est quoi les redevances, parce qu'il y a une particularité dans la législation québécoise qui dit on peut, avec la loi d'accès à l'information, savoir bien des choses, mais ça, il y a une clause spéciale qui dit les redevances minières, c'est secret. Mais ce que j'ai eu comme document, par contre, c'est que c'est nous qui allons payer pour nettoyer le site. Moi, ça vient me chercher davantage. Là, tu me dis, oh, mais là, s'il règle ce problème-là, ben, il reste quand même, moi, j'ai quand même une formation en histoire, puis tu sais, le Québec, moi, un Québec qui parle français sur la scène internationale avec les valeurs des Québécois qui sont quand même différentes du reste du Canada. Puis je ne dis pas que leurs valeurs ne sont pas bonnes et que les autres sont les meilleures, mais je considère quand même, ne serait-ce que quand est arrivé Kyoto, n'importe quoi, le Québec, moi quand Harper dit on vous a donné un strapontin à l'UNESCO, mais je ne veux pas un strapontin, je veux que mon premier ministre puisse parler librement sur la scène internationale, parce qu'aujourd'hui, moi tu sais, quand on nous dit les indépendantistes sont repliés sur eux-mêmes, allez vous faire cuire un œuf. Moi, si je veux d'un pays, c'est parce que je veux être capable d'abord et avant tout de parler sur la scène internationale où se développe de plus en plus de structures supranationales puis qu'un pouvoir est... Il n'y a pas de gouvernement mondial en vue, là, mais il y a quand même des choses qui se discutent à l'international. Puis quand tu n'es pas là, ben, puis c'est normal que le Canada parle en fonction de sa majorité. Je ne reproche pas ça, mais moi, je veux un gouvernement, un premier ministre qui va parler en notre nom. Puis je trouve qu'on est assez bon pour être capable d'apporter de quoi d'intéressant sur la scène internationale, parce que ce monde-là doit être changé. Il est en train de, peut-être fataliste et négatif, et pessimiste, mais il est en train de péter au frein. Fait que, tu sais, je trouve que, Je vais ajouter, ça revient à la question, il y a un peu à reprendre en ce que vous avez dit. Quand j'ai dit on passe d'un par côté de l'autre, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un discours qui porte, disons, sur un discours envers des maudissants. C'était faisable dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, c'est plus difficile de faire parce que, dans le fond, une bonne majorité de francophones maintenant ont pris le pouvoir. Dans le fond, quand je parle du militisme, c'est que les francophones sont devenus bourgeoisie nationale ici au Québec. Alors, c'est plus difficile de mobiliser sur la valeur économique de l'exploitation économique parce que c'est plus tellement le cas. Les jeunes d'aujourd'hui, d'ailleurs, on a vu beaucoup d'études qui démontrent clairement que c'est plus vraiment l'anglais l'ennemi du Québec. Il y a d'autres choses dans le monde. C'est comment on arrive à créer le nouveau modèle politique qu'on veut avoir, s'il est suffisamment séduisant et meilleur de celui qu'on a en ce moment. Alors, qu'est-ce qui fait que ça t'intéresse de changer?
mais c'est plus propulsé, dans le fond, par la haine de l'anglais comme c'était auparavant. Les personnes plus vieilles peuvent comprendre cette situation-là, puis à un certain point, ça va te chercher des tripes beaucoup plus facilement parce que tu étais exploité économiquement parce que tu étais francophone. Valère Louis qui un négrophone d'Amérique, c'est pas premier. Ce titre-là désigne quelque chose d'assez évident. Mais aujourd'hui, de sortir le même livre avec le même titre, c'est pas sûr que ça aurait autant de succès littéraire. Il ne serait pas à l'index. Non, il ne serait peut-être pas à l'index, mais ce que je veux dire, c'est qu'il serait peut-être un peu hors la zone du temps. Je veux dire, ce ne serait pas un livre qui aurait beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'il faut miser sur un nouveau discours pour arriver à mobiliser, parce que ce discours-là fait son temps, c'est clair. Parce qu'il y a une réalité sociologique qui est très différente aujourd'hui. C'est plus nécessairement des compagnies ou des boss qui font l'entrée. Alors, c'est clair qu'il faut aiguillonner dans le fond la mobilisation dépendant de la nouvelle réalité. Puis, je pense qu'il y a peut-être une petite problématique chez les nationalistes québécois à mieux cibler ou aiguillonner le projet en soi. Peut-être pour ça qu'il explique un peu cette période de désarroi, parce que je crois qu'on a une période, un ajustement qui prend du temps et qui tarde à se faire. Et c'est pour ça que, dans le fond, on a une creuse d'arrêt que si vous préférez en ce moment. Parce que ça peut remonter, oui, ça peut remonter, ça peut aussi descendre. Mais c'est clair que si elle peut descendre, si on garde encore un discours qui est basé un peu sur l'exploitation des francophones, c'est clair que pour un immigrant qui entend ça, il peut trouver ça pas mal ridicule, entre vous et moi, parce que lui, son boss, c'est un francophone. En général. Alors, je tiens à vous dire qu'il y a une problématique d'aiguillonnage en ce moment. Le projet politique n'est pas clairement défini. Ça explique assez bien aussi pourquoi il y a le mouvement souverainiste n'est pas de l'aile en ce moment. Oui. En fait, je vais prendre deux éléments pour vous corriger sur les trois étapes de décolonisation, en fait. Vous avez dit, il y a comme un moment de rejet, de repli, un moment de mimétisme, et un moment aussi qu'on vient à joindre les deux pour être capable de se trouver une certaine identité. Jusque-là, je n'ai pas trop tort. D'accord. Donc, vous posez la question, est-ce qu'on est en néocolonialisme ou en post-colonialisme? L'un appliqué à l'autre, on est peut-être encore en période de mimétisme, mais le fait d'avoir nationalisé les ressources avant que l'indépendance politique soit faite, va peut-être plus pouvoir brouiller les cartes. Et puis, est-ce qu'on arrive présentement à mixer qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on est devenu dans le mimétisme? Je pourrais jouer la revue étudiante et vous dire la loi 101, nationalisation des ressources naturelles au Québec, ont nuit à l'indépendance québécoise. Je pourrais prendre une approche complètement différente pour dire parce que, justement, on est sorti, maintenant on contrôle les ressources économiques. Donc on n'a plus besoin de faire une indépendance parce que nous sommes maintenant je ne dirais pas maîtres chez nous, mais maîtres du développement des ressources. Il faut comprendre que le répit, cette période-là, c'est qu'on ne veut rien savoir de notre colonisateur. Donc on fait tout pour l'éviter. On ne veut pas apprendre sa langue, on ne veut pas aller dans son école, on ne veut pas penser comme lui. Lui nous gouverne avec le bâton. Et en regardant l'Afrique ou ailleurs, je ne sais pas, c'est facile à voir la colonialité de cette époque-là. Le mimétisme, c'est quand toi tu veux devenir quelqu'un, ou là tu fais comme l'anglais. Comment on l'a fait au Québec au 19e siècle? On a appris l'anglais, tu peux aller, si tu veux devenir riche, tu prends l'anglais. Si tu veux en Chine, tu es un Tibétain, tu veux devenir riche, en Chine. On va être obligé d'arrêter à 3 ans, c'est fini. C'est pas les Chinois avant les Tibétains. Et si tu veux, après ça, je veux dire, là, quand je te parle d'hybridité, c'est que c'est quand ton modèle politique est, dans le fond, est une finalité qui se partage à l'échelle planétaire qui explique les luttes nationales. Ce système hybride, ça veut dire qu'on se compare avec les Indiens. C'est plus que là, on se compare, on va avoir ça. C'est plus maintenant plus ressembler aux Anglais. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on veut un modèle politique, dans le fond, qui amène dans beaucoup de luttes coloniales, qu'on est des pays. Alors, c'est comme ça un peu que le système, le nationalisme québécois
n'est pas entièrement hybride aujourd'hui. Il n'est pas entièrement du terroir et encore moins entièrement du mimétisme. Mais en ce moment, il y a une problématique à arriver à définir concrètement quel genre d'hybridité qu'on fait. On l'a vu post-colonial ou néocolonial. Est-ce qu'on a encore un système d'exploitation? Est-ce qu'on veut, dans le fond, que l'indépendance économique du Québec va pas changer grand-chose ou il va y avoir un élément de beaucoup plus parce que c'est différent. Alors, est-ce qu'on veut avoir la même chose pour tout le monde? Bien, c'est clair que pour un francophone, c'est plus facile d'imaginer un Québec de demain qui changerait totalement en termes de mode d'exploitation, etc. Parce qu'aujourd'hui, les francophones ne sont plus les exploités d'hier. Tandis que l'immigrant, lui, va voir encore que c'est le même modèle. Le même modèle, c'est-à-dire que moi, si je suis un immigrant au Québec et je veux embarquer dans le terrain, dans le fond de l'École, je veux faire aussi acte de mimétisme. C'est-à-dire, je vais apprendre le français. Puis je vais aller au forum, on va des livres, tu connais bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, eux aussi, sont dans ce même processus de l'intégration. Et tant et aussi longtemps qu'ils seront encore dans cette époque-là, je trouve qu'ils ne vont jamais oui dans le référendum. Les immigrants vont toujours être dans cette... Non, pas toujours, parce que l'immigrant peut toujours dire « je veux rien savoir de la majorité québécoise », ou l'immigrant peut se dire « je veux ressembler à un Québécois », ou l'immigrant va dire « j'ai un système politique qui va permettre aucune discrimination entre francophones ou anglophones ». C'est trois différentes catégories que je viens de commencer. Donc, un immigrant peut être séparatiste au Québec, c'est le problème, parce que c'est dans la mesure où lui-même adopte un certain mimétisme de la majorité francophone. Mais ça ne veut pas dire nécessairement aussi comment tu fais pour qu'un immigrant veuille obtenir la souveraineté du Québec. C'est qu'il faut qu'il y ait un élément mimétique chez lui qui est déjà, je dirais, transcendé. Puis un autre aussi où il voit un gain, dans le fond, hybride. C'est-à-dire que cette situation va peut-être aider aussi ses congénères immigrants aussi à faire un gain dans la souveraineté, c'est-à-dire que là, la paix des bras devient importante. Là, la discrimination positive, parce qu'il y en a ici, mais c'est des cibles, c'est pas des lois. Vous devez comprendre, il y en a ici au Québec, on a des cibles. Hein? Vous savez, là, je veux dire, on a des cibles, on les atteint rarement, parce que c'est pas assez demandant pour être légal. Et peut-être un immigrant qui voudrait, si tu veux, intégrer davantage d'immigrants, il faut peut-être faire des projets où justement une discrimination positive légalisée qui rassurerait l'immigrant qu'il y a un gain à faire à une indépendance québécoise. En ce moment, on n'est pas là. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait pour la conférence.